91 FM vous propose un tour d'horizon de l'actualité culturelle en Essonne. Bienvenue dans 91% Culture sur 91 FM. Auditeurs et auditrices du 31 mars, Bonsoir. Auditeurs et auditrices du 5 avril, Bonjour. Et bienvenue dans le studio de 91 FM pour faire le plein de culture et de bonne humeur. Au sommaire de 91% Culture aujourd'hui, du cinéma, un festival, du rire et de la littérature. Et je vous présente tout de suite ceux et celles qui participent à l'émission du jour. Il va nous présenter une femme dont l'ombre a marqué le 7e art, c'est Tony. Ouais, bonsoir. Salut bonsoir, Tony. Simon. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien, merci. De retour. De retour, Ça enfin. faisait quelques Ça semaines fait- qu'on ne t'avait pas entendu. C'est ça, Tu vas, comme d'habitude, nous parler d'un film, tout à fait. un grand classique. Alors, un classique cette fois. Très ancien classique. D'habitude, je suis dans des films plus récents. Là, on est parti loin, 1940. Effectivement, ça Là, commence à faire. Ça commence à faire quand même. Et Moi, j'étais pas né. ouais. Tu nous apprends quelque chose. Les auditeurs ont une indication sur l'âge. Voilà. Oui, ce soir. Entre 40 et 26. C'est plus une fourchette, c'est un râteau. Rendez-vous tout à l'heure, très bientôt, parce que c'est toi qui vas ouvrir le bal des chroniques. En plus, D'accord, donc, ok. on va en savoir plus tout à l'heure. Elle va faire s'envoler nos cœurs avec sa chronique, c'est Anne-Sophie. Ouah, c'est très bien dit. Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs, bonjour Simon, bonjour l'équipe et bonjour Cécile. qu'on verra après. Voilà. Bah, oui. Anne-Sophie qui était déjà là avec nous la semaine dernière. Exactement, tu me manquais trop. Fallait que je revienne cette semaine. Ah là là, il y en a une qui vient toutes les semaines au moins. Oui. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc tu vas nous parler d'un festival. Exactement, donc c'est la 2e édition qui est à la base le festival des cerfs-volants qui a lieu à Brétigny et qui a été renommé cette année les cœurs volants. Donc voilà, pour faire soulever les cœurs. Et je vous en parlerai plus, donc tous les cerfs-volants qui éliminent le ciel, voilà. Parce que c'est de la culture aussi finalement. Alors, je ne sais pas si on peut classer ça dans du sport. Si elle- Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une discipline. Alors il y a une peut-être, discipline sportive qui d'ailleurs sera présente, il y a du cerf-volant effectivement en qualité sportive, mais il y a Ouais. également tout l'aspect visuel, tout l'aspect poétique, tout l'aspect spectacle, parce que voir tous ces cerfs-volants dans le ciel, c'est quand même magnifique. Et il y en a qui font plus de 50 mètres de long. Dis Pour Oh la expliquer, vache. vraiment la beauté de la chose. Et c'est vraiment ce que je voulais présenter ce soir, c'est vraiment montrer quelque chose de très beau et original. C'est pour ça que je trouve que ça a complètement sa place dans l'émission. D'accord, très bien. On en saura plus tout à l'heure. Exactement. Merci d'être là. Méritera-t-il que je lui remette une coupe pour sa relecture du 4e épisode des aventures de Harry Potter? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Bonsoir Éloi. Bonsoir Simon, c'est si bien dit. Ah, merci. C'est si bien complimenté. Donc, suite de ton feuilleton. C'est ça. Alors maintenant, on arrive dans l'époque où j'ai pas lu les livres et j'ai lu que les films. Désolé Cécile. À la base, ça devait être un petit peu un truc littéraire. Maintenant, on est passé complètement dans le cinéma, dans l'américain. Voilà. Et ce sera comme ça. Très bien. Donc, relecture de Harry Potter et la coupe de feu. Tout à fait. Ou revisionnage peut-être. Provisionnel. Revisionnage. Oui, 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 plutôt que relecture, évidemment. On verra ça tout à l'heure. On l'a déjà un peu teasé. Notre invité est libraire et je suis très heureux de l'accueillir pour parler d'un métier passionnant. C'est la première libraire qu'on reçoit. Bonsoir Cécile Godineau. Bonsoir. Bienvenue au micro de 91% Culture. Vous dirigez, c'est ça, la Plume du Page? Oui, c'est Vous êtes ça. directrice de la librairie La Plume du Page. Oui, c'est ça. On est en co-gérance. Donc, il y a moi et il y a mon collègue Adriane. On gère tous les deux la librairie depuis maintenant 3 ans. D'accord, donc ça se situe à Arpajon. Oui. Et donc, avec vous, on va découvrir le métier de libraire. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, les chroniqueurs et chroniqueuses, mais moi, je ne me suis jamais trop posé la question de qu'est-ce qu'était le métier de libraire, à part proposer des livres, mais je pense qu'il faut les choisir. Il faut, voilà, c'est pas un métier qu'on fait par hasard, enfin, je pense pas. Eh ben, c'est un métier un peu couteau suisse. On fait plein de trucs. Je vous expliquerai tout à l'heure. Mais ouais, c'est très diversifié. D'accord. Et est-ce qu'on a des Harry Potter à la librairie, la Plume du Page? Bah, pas actuellement parce que Ah, je- bon, je c'est dommage, parce que j'avais un client là. Obligation de lire pour la prochaine fois. Voilà. Ah, pas de devoir, moi. Eh ben, merci d'être là, en tout cas. Mais merci à vous de m'avoir invité. Et voilà, on parlera de tout ça tout à l'heure. Mais en attendant, n'hésitez pas à rebondir sur les chroniques des uns et des autres. Et si vous avez lu Harry Potter et que Éloi dit des petites bêtises, il ne faudra pas hésiter à le reprendre. On va commencer tout de suite avec Tony.
D'accord. On commence cinéma, voilà. C'est Tony qui ouvre le bal des chroniques. Oui, j'ouvre le bal avec Rebecca d'Alfred Hitchcock, donc un film sorti en 1940. Pourquoi Rebecca aujourd'hui ? Pourquoi ça change, effectivement ? On sent du léger, effectivement. Ouais, on sent un peu de légèreté. Même moi, j'ai pas l'habitude. Je sais pas comment je vais lire. Je sais pas comment je vais lire ma chronique. D'habitude, je suis à fond dedans. Là, on va voir. Tu fais comme d'habitude. Et on va faire comme d'habitude, tout simplement. Ça reste quand même du suspense. Oui, c'est ça, du suspense. Oui. On n'est pas dans le film d'horreur, on n'est pas dans l'épouvante. On n'est pas dans l'horreur, mais un très très gros suspense et une histoire incroyable, je trouve, pour ma part, et la réalisation 1940 est vraiment très bien. Parce que le point de départ, finalement, de cette histoire, c'est que je n'avais pas vu Rebecca. J'ai aperçu sur Netflix qu'il y avait une espèce de Rebecca, mais pas un remake d'Alfred Hitchcock, mais je pense plutôt tiré du roman. Ils ont refait une version. Je me suis dit, tiens, Alfred Hitchcock a fait Rebecca, je vais regarder. J'ai regardé, je me suis dit, il manque quelque chose dans ce film. L'histoire est pas mal, mais il manque quelque chose. Donc je me suis dit, je vais regarder ce qu'a fait Alfred Hitchcock. D'accord. Et effectivement, avec lui, tout il manque ce qui rien. manquait dans le premier ne manquait pas dans son film. Parfait. Donc c'était très bien mené. Nous t'écoutons. Donc, je me suis dit, je vais vous raconter les 30 premières minutes de Rebecca. Très bien. En essayant d'y mettre le ton. Je n'en doute pas. J'ai rêvé la nuit dernière que je revenais à Manderley. C'est ainsi que commence le troublant Rebecca d'Alfred Hitchcock, tiré du roman éponyme de Daphné de Maurier. Madame Van Hopper, une veuve âgée qui n'a pas sa langue dans sa poche, est en voyage à Monte-Carlo. Elle est accompagnée de sa jeune dame de compagnie. C'est dans le hall de l'hôtel qu'elle rencontre le richissime Maxime de Winters, un homme qu'elle semble bien connaître et bien apprécier. Maxime a lui aussi perdu sa femme à Prenton, Rebecca, et il ne s'en serait jamais remis. Sûre de lui mettre le grappin dessus, si je peux utiliser cette expression, Madame Van Hopper ira jusqu'à lui écrire des lettres lorsque la grippe la clouera au lit. Mais Maxime de Winter n'a Dieu que pour la jeune dame de compagnie, une jeune femme effacée qui a elle aussi succombé au premier regard. Sortie après sortie, profitant de la maladie de Madame Van Hopper, nos deux tourtereaux passent d'amitié à histoire d'amour. Lui, sûr de lui, qui lui propose déjà un voyage, un mariage, et elle qui pense encore qu'il s'intéresse à elle par charité. Pauvre chérie, comme il l'appellera de temps en temps. Alors que Madame Van Hopper doit maintenant rentrer pour les fiançailles de sa fille à New York, le couple Max annonce ses fiançailles avec la jeune femme de compagnie. Que pouvait dire Madame Van Hopper, tant l'aura de Maxime de Winter est impressionnante. Rien. Et notre couple, roucoule, s'envole désormais vers le domaine qui a vu naître Monsieur Manderley. Manderley, la bâtisse qui se dévoile au détour d'une route, une immense bâtisse dans un style gothique qui impressionne par sa démesure. Et c'est un nouveau monde qui se découvre à la désormais nouvelle Madame de Winter. Je fais bien les noms parce qu'il va y avoir du... On retient, attention. Heureuse de son nouveau titre, il faut le reconnaître, peut-être n'en avait-elle pas mesuré le poids. Sa première rencontre avec la gouvernante, Madame Danvers, gouvernante de Manderley depuis la première Madame de Winters, donc Rebecca, et d'une froideur à transformer le silence en menace. Le cadre est posé. Tout dans l'immense demeure porte la marque de Rebecca, la première femme de Maxime de Winters. L'aile gauche du domaine, c'était sa chambre. La nouvelle devra dormir dans l'aile droite, où l'on accueille les amis. Les coussins, les voileries, elles portent le air de Rebecca. L'organisation, la décoration, l'excellente tenue de la maison par la gouvernante, tout était hérité de Rebecca. Écrasée par un souvenir trop présent, notre héroïne répondra un jour ceci au téléphone, lorsqu'on demandera à parler à Madame de Winter. Madame de Winter, elle est morte depuis 1 an. C'est en raccrochant qu'elle se rendra compte que ce coup de fil lui était adressé. Rebecca, jamais une femme n'aura autant brillé par son absence. La nouvelle Madame de Winter perd pied. Cette première femme disparue est trop présente, au point que sa curiosité s'aiguise. Que lui est-il arrivé ? On lui dira que sa simplicité contraste avec Manderley. Pourtant, Maxime, lui, veut oublier le passé et veut tracer son avenir avec elle. Mais l'empreinte de Rebecca est partout. Les jeux d'ombre dans les pièces de ce château
donne l'impression que notre héroïne est constamment suivie par quelque chose et le mystère s'épaissit. Comment Rebecca a-t-elle disparu ? Elle dira, je cite, « Sommes-nous heureux, Maxime ? Si vous croyez que nous sommes heureux, c'est que nous devons l'être, » lui répondra-t-il. Rebecca date de 1940 mais reste remarquable. Que dire d'un film qui porte le nom d'une femme qui n'apparaît jamais alors que nous ne connaissons même pas le nom de l'héroïne. Rebecca est l'histoire d'une femme simple, effacée, qui se retrouve dans une demeure hors norme, qui porte l'empreinte d'une femme qui semblait faire l'unanimité. Celle d'un homme qui veut oublier, celle d'une femme qui devrait s'imposer et finalement, celle d'un couple qui s'aime mais qui plie sous le poids du passé. Un passé beaucoup trop présent dans cette demeure, trop présent dans les yeux froids de la gouvernante. Manderley cache un mystère que je vous laisse découvrir. Enfin, si Rebecca le permet, je cite, « Vous croyez que les morts reviennent surveiller les vivants ? Non, je ne le pense pas. J'ai l'impression qu'elle hante les couloirs de Manderley et que son fantôme vous surveille tous les deux, dira Madame Danvers, la gouvernante. » Waouh. Eh ben, Eh ben, je crois que le ton y était. c'est clair. Très léger. Très léger. J'essaie de faire plus léger, mais... Bah, merci beaucoup, Tony, pour Je vous en prie. nous avoir donné envie de découvrir la suite. Qu'est-ce qui s'est Je passé? vous invite vraiment à regarder ce film. Il est vraiment... Parce qu'on est très, vraiment très bien. dans le psychologique. Les non-dits, comme tu dis, le poids du passé. Le poids du passé. En fait, il y a une... Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a tout ce poids de Rebecca dans l'œuvre. On la voit jamais. On la voit jamais, mais elle est partout. Mais c'est Elle ça qui est partout incroyable. dans la demeure et le réalisateur, par les plans, par tout ce qu'il fait, par aussi l'actrice principale qui se sent écrasée par ce poids alors qu'il n'y a personne et que c'est elle finalement la nouvelle première dame de cette demeure. Bah oui. Ça, c'est déjà remarquable et je me suis effectivement rendu compte qu'elle, on ne connaissait pas son nom. C'est une dame de compagnie au début, après Ouais. c'est l'épouse C'est Madame de Winters. Voilà. On connaît pas son nom. Et ça, déjà ça, je trouve ça fabuleux dans le film. Rien que ça, c'est Rien vrai. que ça. C'est clair. Pour ça, Alfred Hitchcock, c'était quand même le maître à la fois du suspense et en même temps une réalisation. Aucun plan n'est fait au hasard. Aucun plan n'est fait au hasard. Il est fait pour... On a même cette impression justement avec c'est en noir et blanc, donc avec des fois les jeux d'ombre avec les voilures. La façon dont la caméra est placée, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette maison. Et ça, c'est aussi très, très bien fait dans le film. Du coup, tu nous conseillerais de voir le film qui a l'air d'être vraiment bien réalisé, avec des bons jeux d'acteurs, et pour avoir le complément, de lire le livre par la suite. Ah bah, moi, ça m'a donné en tout cas envie de lire le livre. Ouais, parce que pour voir si, comment c'est raconté, on sait dans les livres, voilà, généralement... C'est bien de revenir à l'origine, mais ça m'a vraiment donné envie de lire le livre. Je ne connaissais pas l'autrice du livre, peut-être Cécile. Interrogation. Désolé de te porter. Hélas, non, je n'ai pas encore eu l'occasion de la lire. Non, mais en tout cas, je sais qu'elle en a écrit un autre. C'est elle qui a écrit Les Oiseaux aussi. Ah oui. Connu aussi également. Il me semblait bien que ce nom me disait quelque Ouais. chose et pourtant, j'ai jamais vu Rebecca. Mais effectivement, Les Oiseaux, Elle a fait pareil. Les Oiseaux aussi. Très, très grand film pour le coup. On sent un peu le climat qui peut s'instaurer du coup, déjà si on prend un peu les oiseaux aussi que je connais. Ouais. On cite les acteurs aussi, enfin des... Oui, on a comme actrice Joanne Fontaine. Moi, j'ai vu qu'elle avait joué dans Soupçon. Je la connais pas spécialement parce que là, je suis remonté à une époque. Oui, forcément, où tu n'as pas de référence. J'ai pas de référence, Voilà. mais elle jouait dans Soupçon. Maxime de Winter. Est-ce que j'ai mis son nom? C'est Laurence Laurence Olivier. Olivier, exactement, qui avait joué juste avant ce film dans Les Hauts du Hurlevent, puisqu'on en parle actuellement dans l'actualité. Ben, lui était dans la version de 1939. Très bien. Et il me semble aussi très grand comédien de théâtre. Il me semble que c'est quelqu'un qui a fait énormément de théâtre et qui est connu pour ça. Oui, non, je rajoute juste Oscar du meilleur film en 41, D'accord. qui bizarrement d'ailleurs a été remis au producteur et non pas au réalisateur. Alors, en règle générale, l'Oscar du meilleur film. Alors maintenant, quand ils annoncent Ouais. les Oscars du meilleur film, toute l'équipe monte Toute sur l'équipe scène. monte sur scène. Parce qu'il y a un côté. Mais en théorie, c'est le C'est producteur qui le lui-même. reçoit. C'est pour ça qu'il y a un Oscar du meilleur réalisateur. C'est vrai. Mais comme l'Oscar du meilleur film récompense le film dans son entièreté et que c'est le producteur qui, en général, est là pour faire en sorte que le film existe, trouver les moyens, réunir les talents. En temps normal, c'est logique. Donc c'est bien le producteur qui a Que ce reçu soit le l'Oscar. producteur, même si généralement c'est des noms qu'on ne connaît pas. Bah, On- oui, non, mais On après, ne c'est- retient pas forcément, on se dit, qui est l'Oscar du meilleur film?
Rebecca d'Alfred Hitchcock. Donc Oui, c'est pour ça. c'est Alfred Hitchcock qui a été récompensé. Ouais. Mais non. Une petite subtilité. Mais en même temps, il n'aurait pas eu l'Oscar s'il n'y avait pas eu le talent d'Alfred Hitchcock. Oui, en même temps, après, comme tu dis, c'est aussi l'équipe. Le oui, film voilà, n'existe c'est ça. pas sans le producteur, Exactement. le réalisateur. Bon, c'est toute l'équipe. Et les acteurs sont super. Tout à fait. Et on parlait aussi du décor. Tu disais que la maison, j'imagine, elle est vrai personnage du film. La maison, c'est un personnage du film autant que Rebecca. C'est vrai que déjà, dans le film, quand on la découvre, ils sont en voiture et il y a un plan, on voit la maison qui se dévoile. Et évidemment, c'est une immense demeure parce que Maxime de Winter est quelqu'un de très, très riche. Et donc, on découvre cette grande demeure. Quand ils arrivent, tout le personnel les attend juste devant la porte. Ils sont tous réunis, descendent de la voiture. C'est déjà impressionnant en soi. Et les pièces de la maison sont immenses. C'est un personnage aussi, oui. Et l'occasion pour moi de vous rappeler une actualité dont je vous parlais la semaine dernière. Anne-Sophie, tu t'en souviens parce que tu étais là. Exactement. C'est le film La Femme 2 qu'on va diffuser au cinéma François Truffaut. On a une avant-première ce samedi 4 avril à 20h en présence du réalisateur et de l'acteur, donc le réalisateur David Roux et l'acteur Eric Caravaca. Et j'ai pensé à toi puisque ils ont choisi le décor. Donc c'est l'histoire d'une femme épouse d'un riche industriel qui est un peu prisonnière de son statut et qui va voir son passé ressurgir et qui va se poser la question est-ce que je joue ce rôle de façon consentante ou pas? Est-ce que une autre vie serait-elle possible? Voilà. Et pour les décors, ils ont trouvé une maison du côté d'Angers et le réalisateur la cite comme référence la maison de Rebecca. D'accord. Donc, ils ont voulu une grande bâtisse pareille qui donne justement ce côté un peu, alors je dirais pas inquiétant parce que là on n'est pas du tout dans du Hitchcock, mais voilà un côté majestueux et voilà tout de suite qui peut impressionner, placer le personnage comme étant c'est pas un petit industriel comme ça. S'il a une maison comme ça, tout de suite le personnage ça le place assez haut. Donc on en a parlé. Si vous n'hésitez pas à aller écouter l'émission de la semaine dernière, l'émission du 24 mars pour en savoir plus, on en a déjà parlé. Mais c'était un petit clin d'œil du coup, comme je savais qu'on allait parler de Rebecca. Ça peut être une référence pour des réalisateurs d'aujourd'hui aussi. Bien sûr, le décor de toute façon joue toujours aussi partie dans le film. C'est ça qui est intéressant aussi dans les repérages pour les maisons, pour bien sûr. les lieux, les décors, les costumes. Forcément les costumes, et bien sûr, ça, c'est ce qui fait le film de toute façon. Ça joue sur sur la perception du spectateur et de la spectatrice de se dire tout de suite le personnage s'il est habillé comme ça ou comme ça c'est pas du tout le même qu'on imagine, et si la maison c'est une gigantesque maison ou une maison plus simple, d'un coup on perçoit pas les choses de la même façon. Et c'est important, surtout des fois qu'on part du livre alors qu'on a lu un livre et qu'après qu'il est porté à l'écran et qu'on voit que c'est pas ce qu'on a imaginé. On a déjà un problème avec le film. Et c'est souvent le cas, c'est rare que la lecture corresponde, l'imagination correspond au film. Parce que le réalisateur et le scénariste mettent aussi leur petite patte et c'est une œuvre, ça peut être une œuvre aussi à part entière. Ça peut être une œuvre à part entière. Inspiré de certains réalisateurs, ça devient une œuvre à part entière, effectivement. Tout à fait. Merci beaucoup, Tony. Merci à toi, Simon. Petit choix musical. Oui, mon choix musical, c'est Carmen Maria Vega. Si tout à fait. Je me rappelle bien de tout son nom. Et c'est qu'on avait interviewé justement à Vers-le-Petit pendant le festival. Le festival, c'est du live. Exactement. Donc, que vous avez couvert. Vous avez fait des interviews. Notamment Ben l'Oncle Saul aussi. Et donc du coup tu as eu un coup de cœur pour j'ai eu un coup de cœur déjà au début. Bon, évidemment pendant l'interview ça raconte un peu son histoire. C'est une femme qui fait vraiment beaucoup de choses et on a pu voir le concert effectivement, et elle a chanté cette chanson Santa Maria que je trouve vraiment super, qui m'a vraiment touché. Je connaissais pas. Et depuis, elle est en rotation dans ma playlist. Et ben voilà. En espérant la recevoir un jour dans le studio, ça pourrait être. Ça pourrait être sympa. Si tu dis qu'elle était sympathique et que l'interview, c'est bien passé, on lance l'appel, on la recevra avec plaisir. Eh ben, très bien. En attendant, on écoute du coup tout de suite Carmen Maria Vega. Je voulais te laisser une chance. C'est beau, vas-y, je te laisse. Qui nous interprète Santa Maria. C'est ça. Et on se retrouve juste après pour la suite de 80% Culture.
être dorée. Je suis née pour te connaître, je vivrai pour te trouver. J'entame le voyage sur l'océan déployé et je dérive vers toi, toi qu'on appelle liberté. Départ du navire dans le creux de ma tête. Je suis la fille des vents, je suis la fille des tempêtes. J'entame le voyage, j'espère éviter le naufrage. J'écrirai mon odyssée à l'encre de ma rage. Je suis la Niña, la Pinta, la Santa Maria. Comment comprendre où c'est qu'on va? La Niña, la Pinta, la Santa Maria. Je cherche un sens à tout cela. Tempête à l'horizon, je vois des ombres imprécises au cœur de l'enfance. Je vois des courbes indécises, je vois des ombres noires derrière mes nuits d'insouciance. Mais aujourd'hui je n'ai plus peur de braver ce silence. Tempête à l'horizon, je vois des corps arborescents et des phrases sans passion qui font ma tempête à 30 ans. Je tremble de toute mon âme, mais je ne serai pas cette femme qui lâchera ses rêves à la première rafale. Je suis la Niña, la Pinta, la Santa Maria. Comment comprendre où c'est qu'on va? La Niña, la Pinta, la Santa Maria. Je cherche un sens à tout cela. Ce soir c'est la mi-août, je crois que j'approche du but. À chacun sa parade, pour chacune de ses chutes. Si les marins m'ont déserté, c'est que l'histoire est dessinée et que mon Amérique à moi seul je pourrais la trouver. Et mon voyage est terminé, je trouverai ma liberté. Et bientôt j'arriverai, je trouverai. Je suis la Niña, la Pinta, la Santa Maria. Comment comprendre où c'est qu'on va? La Niña, la Pinta, la Santa Maria. Je cherche un sens à tout cela, tout cela. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture. Merci Tony pour cette découverte. Alors moi je m'attendais à ce qu'elle chante en espagnol. Moi aussi. Et ben en fait non, pas du tout. Il y a de la chanson française. Exactement. Et On a puis bien travaillé les chroniques. voilà. Voilà. On fait tout à l'impro. Oh bah oui, C'est toujours c'est en le talent, impro. c'est le C'est ça le talent. talent. Déjà on bosse les nôtres. Alors c'est en plus Je rappelle que nous sommes une équipe bénévole. c'est ça. Mais en parlant des chroniques qui sont à nous ou pas à nous, on annonce deux émissions exceptionnelles les 2 prochaines semaines. Voilà, on vous en dira un petit peu plus un peu plus tard. Suspense. Voilà. On se tourne maintenant vers Anne-Sophie Et oui, qui va nous parler du coup d'une nouvelle sortie en Essonne à ne pas rater. exactement, d'objets volants identifiés. C'est Les OVI. exactement. Qui est un festival des cerfs-volants à Brétigny.
Donc c'est la 2e édition. Ça avait déjà eu lieu l'année dernière. Grand succès. Très grand succès, parce que quand j'ai voulu m'inscrire, il n'y avait plus de place. L'année dernière L'année dernière. Ça a été D'accord. pris d'assaut. Il y avait 15 000 visiteurs l'année dernière. Ah oui. Et pour cette 2e édition, ils ont décidé de changer le nom. Donc ce n'est plus les cerfs-volants, mais les cœurs-volants. Je trouve ça très poétique aussi. C'est beau. Est-ce qu'il y a un thème justement de l'amour ou quoi que ce soit, ou c'est juste qu'il a changé de nom parce qu'il trouvait ça mieux? C'est pas forcément lié au thème, c'est parce que c'est mieux pour la symbolique que ça représente vraiment les cœurs volants, toute cette poésie qui est autour, et parce que aussi c'est organisé par Cœur d'Essonne Agglomération, Ah voilà. le D'accord. petit lien, qui décide vraiment d'inscrire durablement ce festival dans les habitudes culturelles chaque année. Donc je pense qu'on en a encore pour des dizaines et des dizaines d'années de voir. Ah bah ça, de toute façon, ce qui est bien avec les cerfs-volants, c'est qu'on en a connu petit, on grandit, mais on retrouve notre âme d'enfant, quoi. Ouais. C'est ça, c'est pour toucher les cœurs. C'est ça. Voilà. Oh là 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 là. C'est vraiment beau. Exactement. Le tout, du coup, aura lieu dans la base 217, les 9 et 10 mai 2026. Donc, qu'est-ce que la base 217? Pour ceux qui ne connaissent pas, cet endroit qui commence à se faire de plus en plus connaître en Essonne, il s'agit d'une ancienne base aérienne reconvertie située sur le Plessis-Pâté et à Brétigny-sur-Orge. 300 hectares dédiés à l'innovation, l'agriculture durable et les grands événements culturels, dont notamment depuis 2022 la Fête de l'Humanité. Oui, et Ah. puis il y a un festival aérien aussi Exactement. qu'on avait couvert avec la radio, mais je me souviens plus du nom. Il l'est plus non plus. Mais mince, j'ai raté mon interro surprise. Voilà. Donc, sur la base, parce que tout simplement, c'est un terrain immense. Mm. Et effectivement, il y a besoin de place pour faire voler les cerfs-volants. Exactement. Du coup, ça aura lieu pendant 2 jours, le 9 et le 10 mai, de 11 à 18 heures, donc non-stop. Donc chargé de spectacles aériens, qu'on peut dire de poésie dans les airs, de tableaux vivants, de 1001 couleurs qui illuminent les yeux. C'est un tableau, de l'art différent, je trouvais. C'est pour ça que je voulais vraiment le souligner. L'art prend toutes les formes, et notamment ceux effectivement de cerfs-volants qui volent ainsi dans le ciel, de magnifiques couleurs, plus de 1000 couleurs, dont certains cerfs-volants, qui peuvent dépasser 50 mètres de long, le tout piloté par les plus grands spécialistes. Donc, je crois qu'on va avoir des dragons, plein d'animaux, des choses assez incroyables. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est organisé par Cœur d'Essonne Agglomération et co-organisé par Gérard Clément. Mais qui est ce Gérard Clément? C'est le cofondateur. J'anticipe les questions. Oui, voilà, c'est bien. Mais qui est Voilà. Je fais les plusieurs voix, je fais l'interview. Ouais, j'ai que tu te posais des questions pour continuer l'interview. Eh bien, il s'agit du cofondateur des rencontres internationales de cerfs-volants de Berck-sur-Mer. Ah oui, bah là, pour le coup, festival de renommée nationale, si ce n'est internationale. C'est exactement ce que j'allais dire. Ah bah, International. Tu montes les hauts de la bouche. ah bah tout à l'heure, t'as fait question-réponse. Bah maintenant, Ouais, voilà. je m'impose. L'antenne sur la chronique. On n'attend pas que tu termines, on pose directement. Donc un festival effectivement connu de manière internationale, c'est la 39e rencontre. Et quand j'ai su que c'était la 39e rencontre, ça m'a fait mal. Parce qu'en fait, ce festival, ces rencontres existent depuis 1987 et c'est mon année de naissance. Ouais. Voilà, donc voilà, on se rappelle que cette année, j'aurai 39 ans. Merci, ça pique un peu. Alors, ça pique d'autant plus de mon côté, c'est l'année de naissance de ma petite sœur. Ah, pas mal aussi. Et donc, je suis bien au-delà. Mais du coup, en plus, c'est une personne incroyable. Je suis sur ta petite sœur. Ah bah, incroyable, évidemment. Ah oui, c'est la meilleure 1987, c'est la deuxième meilleure année. On va pas s'entendre. On va laisser le micro et régler nos affaires. Donc voilà, donc sur la plage de Berck, effectivement dans le nord. On a beaucoup parlé du nord la semaine dernière aussi. Voilà, on est sur le nord de la France en ce moment. Mais là, revenons quand même au Plessis-Pâté à Brétigny. On va voir plein de beaux spectacles, donc qui vont se diviser un peu comme ça. On va voir le bestiaire fabuleux. Donc d'énormes cerfs-volants géants en forme de baleines, de crocodiles, d'ours, de pieuvres, de raies qui vont peupler le ciel, ainsi que des vaisseaux inspirés de la saga Star Wars, qui vont également venir faire escale. Ça promet, j'ai hâte. J'ai vu ça, je dis, je laisse pas les billets finir. Cette fois-ci, tu as ta place. Ah non, je la prends. Là, c'est ouvert depuis peu. D'accord. Donc, on y va. On ne réfléchit on n'attend pas. Il y aura également les cerfs-volants de sport. Tu me disais tout à l'heure par rapport effectivement aux activités sportives. Oui. C'est effectivement une activité sportive et les meilleures équipes internationales exécuteront des ballets acrobatiques synchronisés en musique. Des chorégraphies incroyables dans le ciel. Waouh. À ne pas rater aussi. J'ai des amis qui ont été l'année dernière qui ont dit que c'était juste incroyable, magnifique. Il y a également des cerfs-volants de création. Donc là, on part également dans l'aspect un peu culturel, un peu sculpture. Des œuvres contemporaines mêlant matériaux traditionnels et innovations techniques.
Suspense. Et ensuite, les dragons du ciel. Impressionnante sculpture. On voit tout de suite ton intérêt, Tony. Les dragons du ciel. Impressionnante structure asiatique pouvant dépasser 50 mètres de long. C'est quelque chose de spectaculaire. Avec une réserve quand même par rapport au vent. Effectivement, en fonction des conditions climatiques, bien évidemment. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait du vent, mais pas trop. C'est ça. Parce que je pense que dans ce genre de lieu, il y a toujours du vent. Je pense qu'il y aura suffisamment de vent en tout temps pour les faire voler. Mais après, quand il y a trop de vent, ça peut être, je pense, un peu dangereux parce que manier 50 mètres je ne sais pas si tu sais quelle est à combien ils sont de... J'ai pas la hauteur. De hauteur. Effectivement, c'est impressionnant. Et puis le nombre de personnes sur des sculptures, sur des cerfs-volants à 50 mètres qui sont au sol et qui doivent diriger ça. Trop de vent, ça peut être très très compliqué. Déjà, moi, un cerf-volant, je ne sais pas si vous avez déjà testé les cerfs-volants. On a tous les cheveux sur la plage. Ouais, voilà. Déjà, il faut retenir la ficelle, ils sont tous barres d'un coup. Ouais, c'est ça. On court tout seul. En fait, on teste comme on peut, mais ça a volé. Ça a volé. Ça a volé. Et le pire, c'est quand tu as un enfant avec toi qui dit « Maman, il est où le cerf-volant ? Pourquoi ça marche pas ?» Ok, il y a 2 enfants qui pleurent. Toi qui galères avec le cerf-volant. C'est magnifique. Donc, c'est un vrai talent. Ouais. Exactement. D'où le fait que ce soit des épreuves internationales. C'est comme tu dis, un talent de réussir à faire voler tout ça. Et ce qui est bien cette année, c'est qu'il est possible à chaque personne qui vienne au festival de ramener leur cerf-volant et de pouvoir le faire voler dans une zone spécifique, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Oui, parce que j'imagine, on ne mélange pas les pigeons et les aigles. Le petit cerf-volant Pokémon qui va voler sur le dragon qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Et est-ce qu'on a la possibilité d'avoir des cours, justement, pour faire voler un petit cerf-volant de 50 cm autant qu'un cerf-volant de 50 mètres? Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont encadrer le petit cerf-volant de 5 cm. Pour autant, celui de 50 mètres, je ne suis pas convaincue. Non, mais si nous, on n'arrive même pas à faire voler un petit cerf-volant, alors peut-être qu'ils vont pouvoir nous donner des conseils. On l'espère. Je n'ai pas l'information, mais il y a comme des ateliers qui seront présents. Je pense qu'il y aura des conseils pour faire voler tout ça. Parfait. Donc là, on parle du ciel, mais il y a également des activités au sol. Ils ont vraiment pensé à tout. Donc, il y aura des bannières et des décorations avec des installations monumentales de près de 100 mètres de long. Des expositions, par exemple la présentation de la collection Météoros, soit une relecture contemporaine du cerf-volant japonais traditionnel du type Edo par des plasticiens. Le cerf-volant Edo tire son nom de l'ancienne appellation de la ville de Tokyo, connue depuis le XVIIe siècle. Elle est faite de lamelles de bambou et de feuilles de papier washi à base de mûrier. Donc, ça représente des estampes, souvent de guerriers samouraïs ou de signes du zodiaque. Alors, pour ceux qui sont en studio, désolé pour les personnes qui ne sont pas là. Ça ressemble un petit peu à ça. Ah, c'est très coloré. Enfin, celui qu'on voit, en tout cas, il est très coloré. Ouais, ça va être sympa. Il peut y avoir effectivement du coloré, ou je sais pas les autres, ou du noir et blanc avec des gros symboles de dragons ou de signes. C'est assez beau. On aura également une ferme éolienne, un troupeau de vaches en transhumance qui se nourrit que de vent. On va sûrement voir au sol des cerfs-volants de vaches. On va s'envoler. J'avais l'image là. On l'a senti. On aura des girouettes animées et des labyrinthes, des couloirs du vent, des parcours immersifs au cœur de bannières colorées. Pour retrouver du coup ce festival, les Cœurs Volants en 2026, donc je rappelle les dates, c'est 9 et 10 mai 2026 de 11h à 18h à la base 217, donc au Plessis-Pathé Brétigny. Pour venir, vous pouvez venir en voiture, le parking est gratuit, mais il faut le réserver, donc avec votre place. En vélo, il y a également un endroit pour poser les vélos. À pied, mais attention, c'est à 30 minutes de la gare. Faut y réfléchir, avec un bus possible, mais ça vous laisse 20 minutes à pied. Et réservation obligatoire, comme j'ai dit tout à l'heure, les places partent très vite, donc si vous voulez y aller, n'attendez pas. Le tarif est de 5 € par adulte, donc ça reste vraiment quelque chose de très accessible, effectivement. Et 3 € les enfants de 6 à 12 ans, et gratuit pour les moins de 5 ans. Donc ça, c'est pour la journée, finalement. On y va, on paye 5 € et après, on peut y rester. Il n'y a pas de durée. Non, il n'y a pas de durée. Donc là, vous pouvez y rester la journée. Il y a également des food trucks sur place. De ce que j'ai eu comme retour, ils sont pris d'assaut, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une file d'attente de dingue. Ouais, j'imagine. Donc, ils conseillent vraiment de ramener des pique-niques. Bah oui, pouvoir manger sur place et éviter les longues files d'attente. Et autre conseil, il n'y a pas beaucoup de zones d'ombre. Donc, pensez aux casquettes, aux chapeaux, et aux ombrelles. Si vous voulez faire un petit peu plus originaux aussi, c'est très joli. Faire attention avec le vent. une ombrelle dans le ciel. C'est ça. Qui vient déranger les cerfs-volants. En plein dans le dragon. Non. En plein dans le dragon de 50 mètres. Une bataille dans le ciel a lieu. Eh ben, merci beaucoup, Anne-Sophie. Ça donne vraiment envie. Alors, en attendant, pendant que tu nous parlais de ce festival, j'ai retrouvé le nom du meeting aérien. C'est le temps des hélices. Ah. Qu'on avait couvert, effectivement, et qui, je pense, aura lieu de nouveau
cette année, pourquoi pas une nouvelle chronique, Exactement. les 23 et 24 mai 2026. Merci beaucoup. Mais en attendant, donc les cerfs-volants, tu nous rappelles les dates? Le festival aura lieu les 9 et 10 mai prochains. D'accord, donc c'est le week-end du 8 mai en plus. Donc, Exactement. Voilà, super. Pas partir, rester ici pour en profiter. Exactement. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cette sortie. Puis tu nous feras un petit retour puisque tu y vas. Ah oui, c'est obligé, mais C'est obligé. ils vont acheter demain. Tu nous diras ce que tu en as pensé. Avec plaisir. Petit choix musical avec la suite de ton feuilleton. Exactement. Alors, Donc on rappelle à nos auditeurs et aux nos auditrices, si jamais ils ont raté l'émission de la semaine dernière. il faut l'écouter. Voilà, il faut l'écouter. Voilà. Il faut l'écouter en podcast. Mettez pause et allez écouter tout de suite parce que sinon vous n'allez pas avoir le début de l'histoire. En fait, Anne-Sophie s'est lancée dans un feuilleton pour accompagner ses choix musicaux. Exactement. Je me suis chouette. dit, quitte à mettre une proposition musicale, pourquoi pas l'accompagner d'une histoire. Et à chaque fois, voilà, ça illustre la chanson que j'ai choisie. Pour petit rappel, c'est l'histoire de Tatiana, clerc de notaire, diplômée notaire, mais qui ne sera jamais notaire, complètement épuisée, sous l'eau, qui frôle le burn-out et un peu toxico au café. Et voilà. Et on avait écouté le Café d'Oldelaf D'accord. la semaine dernière. Exactement. Et donc là, c'est la suite de la journée. J'imagine que c'est une journée. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui lui arrive à Tania? Eh bien voilà. Après avoir explosé au travail en envoyant bouler son patron, qui lui demandait un énième service irréalisable, elle est partie en claquant la porte, après avoir pris un café bien sûr. Elle a ensuite agressé verbalement une femme dans une boulangerie qui avait pris le dernier éclair au chocolat. On est d'accord, c'est inadmissible. Puis a hurlé sur son compagnon, lui déversant tous les reproches accumulés au fil des mois, gardés jusque-là pour éviter les tensions. Allant de son incapacité à viser le panier à linge sale, jusqu'aux blessures de son enfance qu'il devrait peut-être penser à régler un jour. Puis, elle s'est enfermée dans la chambre, n'en sortant qu'en mode zombie, uniquement pour boire, manger et aller aux toilettes. La douche étant accessoire. Cette situation a duré des jours, des semaines et des mois. Elle a perdu son travail. Son compagnon, puis ses amis se sont retrouvés totalement impuissants face à cette lente dérive. Tania elle-même était perdue. Elle ne savait plus quoi faire, et pire encore, elle n'avait envie de ne rien faire. Elle se sentait simplement mal, dans un monde qu'elle ne comprenait plus. Son monde était devenu stone.
de retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture. Après justement un nouvel épisode. Il faudrait bien que tu trouves un petit titre à cette histoire éventuellement. Oui, alors j'ai essayé d'en chercher. Donc je pensais à Une nouvelle vie, quelque chose comme ça, mais ça m'a pas attiré. Donc je pense que le titre viendra peut-être à la dernière. J'y réfléchis encore. Au dernier chapitre. À la fin, et l'histoire s'appelle. L'histoire qui n'a pas de nom. En tout cas, voilà, je pense que le reste de l'équipe est d'accord pour dire que c'est une super idée. Et que, merci. Donc et je continue. Ouais, tu peux continuer sans problème. Merci beaucoup. Merci l'équipe. On va continuer avec Éloi. Allez. Après, un petit mot sur la musique qui effectivement Oui, est qui est un très peu... joyeuse, Oui. qui donne la joie de vivre. Exactement. Donc maintenant, on va pleurer avec Éloi. Voilà, c'est exactement dans ce sens-là que ça se passe. Non, Éloi qui va du coup continuer à nous raconter les aventures d'Harry Potter. Et Harry Potter et la coupe de feu. Du coup, la coupe de feu, pour rappel, c'est un peu l'épisode du sport, des biscottos, de la transpi. Donc, ça peut pas commencer avec l'oncle de Harry qui pèse 300 kilos. C'est sûr. À la place, on commence à la Coupe du Monde de Quidditch. Harry y va avec la famille de Ron Weasley. Et là, on est bien loin du placard sous l'escalier des débuts parce que faut que je vous parle des tentes dans le monde des sorciers. En fait, ça a l'air tout petit, mais à l'intérieur, on a l'impression d'être chez soi. Voilà. Moi aussi, je suis capable de faire ça. Je lance une tente quechua et j'ai l'impression d'être chez moi. Je vis dans un 9 mètres carrés. Voilà. Mais malheureusement, les mange-morts attaquent le stade et viennent tout gâcher. Hein. Décidément, le Quidditch, c'est comme le foot. Hein. Les néo-nazis viennent tout gâcher à la fin. Donc Harry Potter, il part à Poudlard pour se réfugier, lieu qui jusque-là a accueilli un troll, une araignée géante, un serpent géant, un évadé de prison, un loup-garou et un tueur en série. Mais il y va pour la sécurité. Donc le voilà à Poudlard. Et qui dit nouvelle année à Poudlard dit nouveau prof de défense contre les forces du mal. Et cette année, J.K. Rowling, elle essaye plus de faire genre oui, c'est un gentil. Là, le méchant, il porte sa méchanceté sur sa gueule. Hein. Ah ouais, c'est un vieux dégarni borgne. Manque plus qu'il fasse un parti politique et on a le méchant parfait. Et on a une idée du gars dès le premier cours. Son premier cours, qu'est-ce qu'il fait ? Il apprend à ses élèves à manipuler, torturer et tuer. Hein. Un borgne qui fait de la torture. Imaginez. Où va-t-elle chercher tout ça ? Ah non. Toute ressemblance avec des faits réels est fortuite. Lui, on lui a dit, tu seras chargé des forces du mal. Il a dit, très bien. Et cette année, c'est un peu spécial parce que Poudlard organise le tournoi des 3 sorciers, une compétition qui voit s'affronter 3 écoles. L'école Poudlard, il y a aussi une école avec que des mecs musclés et une école avec que des jolies filles. Et qui a le droit de participer à ce tournoi ? Seulement un élève par école et il doit être en dernière année. Parce que Poudlard, ils veulent pas que tu te blesses ou que tu risques de mourir. En tout cas, pas si tu n'as pas encore payé tous tes frais de scolarité. On a donc pour ce tournoi des 3 sorciers 3 participants. Chez les mecs musclés, celui qui participe, c'est le mec le plus musclé. Chez les jolies filles, celle qui participe, c'est la plus jolie fille. Et à Poudlard, celui qui participe, c'est un blaireau. Oh. Bah, non, mais l'emblème de Poufsouffle, c'est un blaireau. Ah. Non, moi, je suis gentil. Petit problème, il y en a un. En fait, il y a un 4e sorcier qui est sélectionné. Et c'est, attention suspense, Harry Potter, voilà. Oh, incroyable. Quel suspense. Sauf que de 1, ça fait un sorcier en plus pour Poudlard. Et de 2, il n'a absolument pas l'âge de participer. Hein. Donc tous les élèves de Poudlard, ils sont un peu jaloux. Hein. Tout le monde se fait à détester Harry. Tout le monde dit oui, ça se fait pas, c'est un imposteur. Moi aussi j'aurais pu le faire. Harry, t'es un faillot. Ron, son ami de toujours, il est contre lui. Hein. Ron, il est tellement en colère, on a l'impression que c'est Harry qui est roux. Oh, c'était méchant. Nos 4 participants s'apprêtent donc à affronter la première épreuve, voler un œuf de dragon. Et là, bizarrement, on les entend moins, ceux qui critiquaient Harry il y a 5 minutes. Hein. Maintenant, ils sont là, ouais, bravo Harry, t'es au top. Moi, j'aurais pas pu le faire, franchement.
parce que les croisés, tu connais. Et évidemment, à la fin, Harry réussit et tout le monde va fêter la victoire de Harry. Et comment on fête à Poudlard? Il se retrouve dans la chambre de Harry et il mange des bonbons avec des goûts bizarres. Youhou! Ah, genre le goût fumé de train. Comme c'est un peu l'épisode du sport de la saga, j'aurais aimé une référence au rugby avec un bonbon goût biscotte, par exemple. La deuxième épreuve, bon, elle est un peu moins intéressante. Faut juste sauver quelqu'un de la noyade, on va pas en parler. On va parler surtout de la troisième épreuve, la dernière épreuve, qui est la plus intéressante. Il faut aller dans un labyrinthe, récupérer un trophée. Et quand tu touches le trophée, ça va te téléporter à l'entrée et tu vas gagner la compétition. Donc Harry, lui, il est super fort, il surpasse tout le monde, il surpasse le mec musclé et la jolie fille. Son dernier obstacle, c'est Cédric Diggory, le blaireau, parce qu'il vient de Poufsouffle, je le rappelle. Et les deux, ils sont fair-play, ils décident de toucher en même temps le trophée qui permet de se téléporter. Et ils se téléportent malheureusement dans un cimetière. Juste à temps pour assister à la résurrection de Voldemort. Et ici, je vais vous apprendre chez vous à faire ressusciter Voldemort dans votre jardin. Alors, comment on fait pour faire ressusciter Voldemort? Il faut tuer Cédric Diggory. Voilà. Je vous avais dit que c'était un blaireau. Il faut prendre du sang de Harry. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de Harry Potter, prenez du Harry Roselmack ou faut trouver un Harry. Ouais. Et puis, il faut se couper la main. Alors, je pense pas qu'avec cette excuse, la Sécu vous rembourse votre prothèse de main, mais ça fait revivre Voldemort en tout cas. Et du coup, Voldemort, il revient à la vie. Et quand Voldemort, il revient à la vie, c'est vraiment très impressionnant. Il est là. Ah, je sens que Harry va bientôt mourir. Frérot, t'as pas de nez, tu sens rien du tout. Et là, Voldemort, directement, il lance un sort mortel à Harry. Mais comme Harry, il adore ses profs de défense contre les forces du mal, il esquive, il attrape le trophée et il se téléporte à Poudlard. Et de retour à Poudlard, évidemment, tout le monde est très triste de la mort de Cédric Diggory. En tout cas, fait semblant d'être très triste parce que c'était un blaireau. Mais le plus important, le clou du spectacle, le plus important dans le film, on apprend qu'en réalité, le vieux borgne, qui leur servait de prof de défense contre les forces du mal, c'était un méchant depuis le début. Oh là là, quelle surprise! Alors, comment il a fait pour mettre son plan machiavélique? Il a inscrit Harry Potter sans son accord. Comme ça, s'il a le droit de participer, alors s'il survit aux épreuves, alors s'il gagne et s'il touche le trophée, il se retrouve au cimetière. Et si Voldemort rate pas son coup, il tue Harry. Voilà. Quel plan très ingénieux, qui a à peu près 1% de chance de réussir. Mais... quelle ingénierie quand même. Hein. Je sais pas, il aurait pu faire plus simple, genre mettre un téléporteur dans le rouleau de PQ de Gryffondor. Il aurait fallu quand même calculer son coût. Hein. C'est un coup à avoir genre Neville Londubat devant Voldemort. Il aurait pas compris. Enfin bon, le borgne se fait attraper et c'est très bien que ça se finisse comme ça parce qu'on a découvert qu'avec Voldemort et le professeur Quirrell dans Harry Potter 1, on peut dire qu'il faut vraiment se méfier des chauves. En tout cas, merci Simon pour l'antenne. C'était très agréable et merci à vous tous d'avoir écouté. Bravo, on peut t'applaudir. Et ben, je crois que j'ai ma place en tant que professeur de défense contre les forces du mal. Merci pour la dédicace, elle est bien arrivée à bon port. Désolé. Bah bravo, en tout cas c'était bien résumé, bien vu. Alors, on peut demander à notre libraire à quel point j'ai massacré le livre. Non, c'est plutôt raccord, okay. Ça va. Ah, ouais, tu vois, t'as une coupe remise par une libraire. Alors là, incroyable. Et oui, effectivement, je me souvenais pas que l'emblème de Poufsouffle, c'était le blaireau. Oui, c'est le... Mais moi, Cédric Diggory est un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà, joué au cinéma par Robert Pattinson. Voilà, et donc du coup, je t'avais dit la dernière fois, enfin, il y a un mois, que c'était mon Harry Potter préféré. Ouais. Parce que la scène de début, les mange-morts, enfin, elle est incroyable, enfin, elle est vraiment flippante pour le coup. Puis après, il y a tout le suspense de qui va gagner les épreuves et tout. Je pense que c'est le Harry Potter avec le plus d'enjeux quelque part. Et puis c'est le premier où il y a vraiment de la romance, je trouve. Ouais, et c'est vrai, et c'est le moment où finalement les jeunes héros, on sent qu'ils passent à l'adolescence et donc du coup il y a un vrai attachement. Je me souviens très bien
du ressenti que j'ai eu en sortant de ce Harry Potter-là. À la fin, ils sont face à l'espèce de plan d'eau qu'il y a devant Poudlard avec les jolies filles qui s'envolent dans leur carrosse et les mecs musclés qui sont dans leur bateau qui se transforment en sous-marins. Vous aurez la ref si vous avez vu le film. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais enfin, c'est comme ça. Et je me souviens d'avoir eu comme une sorte de pincement au cœur de dire ah là, je suis vraiment attaché. J'avais vu tous les Harry Potter avant. Je les avais vus comme ça, comme des films de blockbuster. Et là, je suis sorti en disant waouh, on les voit grandir, il y a un vrai attachement au personnage. Donc, bravo pour cette chronique fidèle. Et rendez-vous la prochaine fois. Rendez-vous la prochaine fois, du coup, pour Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et l'Ordre du Phénix, qui est celui que j'aime le moins. Pour le coup, moi, je trouve qu'il y a Moins de pression. un avant et un après. Il y a vraiment les 4 premiers volumes et la suite. Je trouve vraiment que le 4e marque sépare un peu la saga. Je trouve qu'il y a vraiment il y a le 4e et après, voilà, ça change. Oui, et puis il y a un côté change un peu. C'est beaucoup plus sombre. Exactement. Justement, plus ça va, plus on va. Bientôt, ça va devenir une chronique de Tony. Il fait le dernier. Justement, je vais faire le dernier Harry Potter. Ils se sont tonifiés. Là, rentrer dans le dictionnaire, bien évidemment. On va changer. Tonifier, ce sera plus être tonique. Ce sera parler comme ça. Un film qui fait peur. Alors, Harry Potter. Dans les échanges de chroniques, ça aurait été parfait. C'est vrai. Petit choix musical, Éloi. Alors du coup, c'est un peu l'épisode du sport. Du coup, je m'étais dit, vas-y, je vais mettre une musique que j'aime bien. C'était la musique de la Coupe du Monde 2022. Waving Flag, il me semble que ça s'appelle comme ça. J'aimais bien et... Waving Flag de Canaan. Ouais. Ça doit se dire comme ça. Ah, moi, certainement. C'est la musique de Coupe du Monde, donc on n'écoute que... Oui, voilà. Ouais, très bien. Et ambiance Coupe du Monde dans 91% Culture ce soir. On écoute tout de suite Waving Flag de Canaan et on se retrouve juste après pour la suite de 91% Culture, évidemment. Fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our hands are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Tant que l'on avance ensemble, dans la gloire comme dans la défaite. Célébration, Soweto, France. On a tous le même refrain en tête. On est des soldats, sans armes au combat. Ce soir la mission, c'est de chanter dans les stades. Chanter dans les stades, chanter dans les stades. Chanter dans les stades, chanter dans les... When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag. Now wave your flag, now wave your Plusieurs uniformes, une seule passion. Derrière 11 hommes, une seule nation. Nous les enfants, au vice sévère. Voir nos champions nous fait rêver. Dans les rues, nos mains sont en l'air. Marque nos humeurs, joie comme colère. Tous unis sous une même bannière. Qu'importe l'issue, on a gagné. Tant que l'on avance ensemble, dans la gloire comme dans la défaite. Célébration, Soweto, France. On a tous le même refrain en tête. We all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your... On est des soldats, sans armes au combat. Ce soir la vision, c'est de chanter dans les stades. Chanter dans les stades, chanter dans les stades. Chanter dans les stades, chanter dans les...
De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture. Merci Éloi pour ce choix musical très dynamique. Ça donne envie de faire du sport, tout ça. Envie, évidemment, qui va me quitter sitôt que j'aurai franchi la porte de ce studio. Mais sur le moment, je suis motivé. On va se tourner maintenant vers notre invitée, Cécile. Rebonsoir. Rebonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, je disais libraire, Oui. co-gérant du coup de la librairie La Plume du Page à Arpajon. Alors, première question assez simple. Comment on devient libraire? Enfin, quel est le... Est-ce que vous avez toujours été libraire ou est-ce que c'est une reconversion? Et pourquoi avoir envie de faire ce métier passionnant, mais ô combien difficile, on imagine? Eh ben, ça va être un peu comme tous les libraires, c'est-à-dire qu'on n'a pas de parcours vraiment typique. On a tous des bouts de chemin très variés, très différents. Moi, par exemple, j'ai fait des études agricoles. Je voulais être agronome parce que j'adore les plantes aussi. J'adore la lecture, mais j'adore les plantes. Et au final, le milieu ne m'avait pas spécialement plu. J'ai voulu retourner dans le monde du livre. Et j'ai fait pas mal de petits stages en librairie. Et je me suis dit que c'était une très bonne idée. Et j'ai appris pendant mes stages que je pouvais faire une alternance en librairie à l'école de la librairie qui est maintenant à Maison-Alfort. Donc, il y a une école de la Il librairie. y a une école de la librairie et du coup, D'accord. c'est en alternance en 2 ans. Donc pour le brevet professionnel, c'est ce que j'ai fait. Et on est formé par des libraires, par des personnes qui travaillent dans le monde du livre. Et on a des cours super intéressants. On a des cours de littérature, on a des cours de manga, on a des cours de gestion, de création de vitrines, de communication maintenant, parce qu'il n'y en avait pas avant dans ma promo, mais les nouvelles en ont. C'est vraiment très complet et je pense que ça a été les meilleures années de ma vie à l'école parce que je n'aimais pas vraiment l'école, mais l'école de la librairie, c'était vraiment quelque chose. Et alors, du coup, concrètement, donc, il faut, pour être libraire, ça peut paraître bateau de dire comme ça, il faut aimer les livres. Oui. Mais comment C'est mieux, c'est mieux. C'est vraiment pas mal, effectivement, d'aimer les livres. C'était une bonne savoir base. lire. Mais voilà, Savoir c'est lire. ça. Savoir lire. Est-ce qu'il faut avoir est-ce qu'on vous apprend à avoir des connaissances littéraires? Exactement. Oui. Ouais. Moi, déjà, je suis dyslexique, donc c'est vrai que des fois, la lecture, c'est compliqué, mais on m'a appris des méthodes de lecture qui sont vraiment plutôt pas mal, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Mais j'ai oublié la question, je suis désolée. Donc du coup, non, mais c'était ça, donc on vous apprend à la fois on vous apprend à la fois à connaître la littérature, à gérer une boutique, à choisir un stock de livres. Ouais, on nous apprend vraiment tout ça. Les cours sont très complets. Par exemple, pour les cours de littérature, on va avoir des cours de littérature du coup moderne avec ce qui sort en ce moment, mais aussi de l'histoire de la littérature. C'est comment on en est arrivé là. Aussi, les histoires de la librairie, c'est comment les librairies se sont créées petit à petit, quel était le mode de fonctionnement avant, comment ça évolue et comment ça continue d'évoluer. On a des cours effectivement de gestion, donc comment on gère financièrement une librairie, quelles sont les choses à savoir, comment commander pour que ce soit pertinent dans notre librairie à nous, parce qu'il y a tellement de librairies différentes avec des sujets différents, des clientèles tellement différentes que une librairie qui va se retrouver par exemple dans 2 quartiers différents de Paris ne va pas fonctionner du tout de la même façon. Et c'est vraiment très intéressant. Donc il faut beaucoup de connaissances. Donc c'est pour ça que l'alternance, c'est plutôt bien là-dessus. Parce qu'on va passer 2 semaines en librairie et 1 semaine en cours. D'accord. Et vous êtes de l'Essonne Alors pas du tout. Moi, je suis à la base de Nantes. D'accord. Et où il n'y avait pas de place à Nantes parce que les places en librairie sont vraiment très, très recherchées, très demandées. Et j'ai fait ma première année d'alternance à Mantes-la-Jolie. C'est une librairie qui a fermé depuis, qui était Les Rêves dorés de Samarcande, donc spécialisée en BD, manga et comics. Parce que c'était aussi un petit peu mon dada et du coup, j'étais très contente d'être là-bas. Donc, j'ai appris pas mal de choses parce qu'on n'était que 2. Il n'y avait que le patron de la librairie et moi. Et du coup, il m'a vraiment tout appris en Ah oui, passage. effectivement. Il m'a appris la compta, il m'a appris plein d'autres trucs. Et quand je suis arrivée dans les premiers cours à la rentrée scolaire, parce que j'ai commencé pendant l'été et j'ai eu mes premiers cours à la rentrée, en fait, ils m'ont parlé de trucs que je connaissais déjà et du coup, j'étais plutôt contente. Vous aviez pris de l'avance. J'avais pris un peu d'avance. Et ma 2e année, je l'ai passée à la librairie de l'Éducation nationale, qui est la librairie Canopée à Paris 6e, et qui fait les ressources, en gros, pour les professeurs, pour les aider à construire les cours, à apprendre à faire des genres de choses. Et moi, j'avais en charge, parce qu'ils m'ont vraiment donné un rayon en charge en 2e année, c'était le rayon jeunesse. Et du coup, j'ai découvert vraiment tout le panel jeunesse et pas mal de choses qui m'ont beaucoup intéressée.
et aussi du coup un autre mode de fonctionnement de librairie. Oui, parce que j'imagine qu'il peut y avoir des librairies très différentes dans leur mode de fonctionnement, selon que ce soit, comme vous disiez, une librairie avec juste le patron et un employé, ou une librairie où il y a, je sais pas, une dizaine d'employés, ça ne doit pas fonctionner de la même façon. Non, effectivement, ça ne fonctionne pas de la même façon. Et du coup, j'ai vraiment découvert dans la deuxième librairie le fait qu'il y ait des animations qui soient créées par d'autres personnes, vraiment voir tout le côté aussi bureau, parce qu'il y avait aussi pas mal de bureaux dans cette librairie qui faisaient beaucoup d'animations pour les professeurs, donc en fait vraiment très varié. Et du coup, ouais, ça m'a apporté aussi pas mal de choses. Oui, une expérience supplémentaire. Du coup, vous avez obtenu votre diplôme. Oui. Ouais. Eh ben, félicitations. Un petit peu en retard, mais bon, félicitations. Et ensuite, vous avez eu tout de suite envie d'avoir votre librairie à gérer, ou vous avez été employé d'une librairie? Là, j'ai toujours voulu avoir ma librairie à moi, c'est vrai, mais au début, c'est vraiment très stressant. Et du coup, je me dis, j'ai absolument pas l'expérience, ni la notoriété, ni les compétences pour avoir ma propre librairie. Donc, je vais continuer mon petit bout de chemin en librairie. Et ce qui tombait bien, c'est que un de mes amis de l'école de la librairie, Adrian, avait une place qui se libérait dans sa librairie et qui était une personne qui était spécialisée en jeunesse. Donc, j'avais aussi de la spécialité jeunesse. Et il y avait, c'est du coup à Arpajon, la Plume du Page, et il y a 3 lycées. Et du coup, le rayon manga était ridicule. Et j'ai fait non, mais je vais régler ça parce que ce n'est pas possible. Et je me suis très bien entendue avec le patron. Et du coup, grâce à ça, j'ai commencé à avoir du coup mon premier job en librairie dans cette librairie. Et j'ai géré le salon jeunesse de Saint-Germain-les-Arpajons, du coup, en tant que stand de librairie qui accueillait les auteurs. Et j'ai continué comme ça. Je crois que ça fait 7 ans déjà que je suis à Arpajon. Et le patron voulait partir à la retraite parce que, au bout d'un certain moment, on en a marre de la librairie. Et je pense que moi aussi, au moment de la retraite, j'en aurais marre, j'aurais envie de voir autre chose. Et c'était plutôt bien tombé parce qu'on avait bien évolué, Adriane et moi, dans la librairie. On s'est dit, mais en fait, c'est le moment parfait pour nous d'être indépendants, de continuer en librairie, parce que chercher du travail en librairie, c'est également casse-pied. Donc on s'est dit, en fait, c'est moins casse-pied de racheter la librairie que de continuer à chercher du travail. Donc on va monter des dossiers et j'ai été obligée de retourner à l'école de la librairie, pour avoir la formation de reprise de librairie, qui est une formation spéciale qui existe. Qui ne fait pas partie de la formation du diplôme. Non, qui ne fait pas partie de la formation du diplôme. C'est vraiment un truc à part parce que c'est tellement dense que, ouais. Et du coup, je suis retournée là-bas, on a fait tous les dossiers, on a fait toutes les demandes de subventions, de machin. Et ça s'est fait un peu comme ça. On a mis 1 an et demi. À partir du moment où on a eu l'information effectivement qu'il voulait partir à la retraite, et nous, notre idée de reprendre, ça a mis 1 an et demi avant de se concrétiser. D'accord. C'est beaucoup de démarches, j'imagine, de travail. Tout ça en continuant le travail de libraire. Tout ça en continuant le travail de libraire. Bien sûr, donc c'est en parallèle. Et donc du coup, qu'est-ce que vous avez, au-delà du rayon manga qui maintenant doit être... Il est vraiment très bien. Il est vraiment très bien, voilà. La moitié du magasin. Non, pas encore. Pas encore. Quelle patte vous avez mis du coup depuis que vous avez repris la librairie? Est-ce que vous êtes vraiment coulé dans la suite du propriétaire précédent, ou est-ce que vous vous avez dit on va y mettre notre patte, on va aller plus dans tel type de littérature? La première chose qu'on a faite déjà, c'était de casser des meubles parce qu'on en avait marre de les voir. Et c'était des meubles vieillissants. En fait, on a fait l'inventaire, on a repris la librairie, et vraiment dans le mois qui reprenait, en fait, on faisait l'inventaire de la librairie. Et en fait, on a fini l'inventaire, on a regardé la librairie, on a fait non. Là, c'était pas prévu dans le budget, mais tant pis, on va tout casser. Et on a cassé, je crois que c'est à peu près la moitié de la librairie parce que l'autre moitié était déjà plus récente et du coup ça allait. D'accord. Et on a cassé les vieux meubles en métal, on a ouvert la vitrine qui était bouchée par des bibliothèques avant. Et en fait, on est allé faire un tour à Ikea parce que c'était vraiment le budget simple librairie. Et en 4 jours, ça a été très dense. On a refait entièrement le rayon littérature qui était vraiment très vieillissant. Et on a ouvert vraiment un espace qui était très fermé et du coup qui a vraiment marqué le fait qu'on ait repris la librairie et que c'était beaucoup plus cosy comme ça. D'accord. Beaucoup de gens maintenant nous disent effectivement qu'avant c'était très serré, c'était très étroit. C'était d'une autre époque, quoi. Maintenant, c'est un peu plus modernisé. C'est ça. Et au niveau des livres, donc vous dites, vous avez fait l'inventaire.
Est-ce qu'il y a une catégorie de littérature dans laquelle vous êtes spécialiste? Euh, Alors moi, je m'y connais un peu plus en polar parce que j'aime beaucoup Stephen King, j'aime beaucoup les polars vraiment très thriller, très angoissants, très ouais. C'est J'adore. Tony en version livre, quoi. C'est un peu ça, effectivement. Alors moi, j'aime beaucoup le policier, la science-fiction et évidemment tout le côté jeunesse, donc plutôt young adulte. C'est vraiment mon dada avec les mangas, bandes dessinées et littérature du coup plus jeunesse. D'accord. Et votre collègue? Mon collègue, lui, il est plutôt science-fiction déjà de D'accord. base. Il est vraiment, vraiment beaucoup la science-fiction, un peu littérature et beaucoup bande dessinée aussi. D'accord. Notre point faible pour l'instant, c'est vraiment littérature qu'on travaille nous-mêmes petit à petit. On lit, on fait pas mal de choses, on rattrape notre retard. Parce que concrètement, comment ça se passe? Vous avez une librairie, vous devez garnir le stock, vous allez acheter vos livres vous contactez les maisons d'édition, comment ça se passe? Alors, on a des contrats du coup qu'on a récupérés en rachetant la librairie. Donc en fait, on a racheté le nom de la librairie, comme ça on n'a pas eu besoin de refaire les contrats, ils étaient déjà là, c'était beaucoup plus simple. Et on est visité par des représentants éditoriaux. Par exemple, on va avoir un représentant qui va gérer plusieurs maisons d'édition. Il va D'accord. venir avec ses petits catalogues. Il va vous présenter, il va vous faire la promotion des livres en disant ce serait bien que vous ayez ça, ce serait bien que vous ayez ça. C'est ça, ils vont nous présenter déjà les enjeux, parce qu'évidemment, ça va être des choses qui vont être présentées absolument partout sur les médias, les réseaux sociaux, Oui. tout ça. Et également tous les autres livres qui ne seront pas forcément mis en avant, mais qui peuvent également nous plaire. D'accord. Et plaire surtout à vos Et clients. surtout à nos lecteurs. À vos lecteurs, bien On sûr. connaît nos lecteurs, on sait ce qu'ils aiment, et du coup, on peut leur prendre des choses spécifiquement pour eux. Ensuite, on va avoir les choses évidemment qui vont se vendre toutes seules, donc on n'aura pas forcément besoin de conseiller. Genre le prix Goncourt, vous l'avez forcément. Oui, forcément. Voilà. C'est forcément, je sais que le prix Goncourt, je vais en avoir une centaine, une cinquantaine en fonction des années. J'ai pas besoin de le conseiller. Et vous n'avez même pas besoin de le lire pour le coup, parce que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, vous allez le vendre. Alors, on a pu le lire par exemple, mais sans savoir que ça allait être le Goncourt. Ah oui, puisque le concours, c'est des livres qui sont déjà sortis. C'est ça. C'est la rentrée littéraire de septembre. Ou de C'est ça janvier aussi. Ou de janvier. Ouais, ça prend vraiment toute la rentrée littéraire de janvier jusqu'à septembre. D'accord. Et on va avoir les listes évidemment des premiers livres jusqu'au dernier. Et de temps en temps, on va avoir des coups de cœur à nous. Ça peut arriver qu'il y ait le Goncourt. Par exemple, j'ai eu en Goncourt, en coup de cœur, c'était Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Et c'était vraiment trop, trop bien. Mais D'accord. j'étais très content pour une fois, c'était un de mes coups de cœur qui avait le Goncourt. Du coup, j'en ai vendu vraiment plein. Et c'est trop cool. Donc c'est un peu finalement comme les cérémonies de remise de prix au cinéma ou pour la musique, les victoires de la musique, tout ça. C'est que quand arrive le prix Goncourt, vous êtes là en disant j'ai mon préféré, pourvu que ce soit lui qui gagne et tout ça. C'est ça. Et des fois, on n'est pas content aussi. En mode, Ah bah oui. J'imagine. Et mais alors du coup, j'imagine que vous pouvez pas tout lire. Non, Euh, vraiment pas. donc il arrive que vous choisissiez des livres parce que vous voulez les mettre en avant, vous voulez absolument les proposer. Et des fois, vous prenez des livres juste sur le thème ou sur l'auteur aussi. Il y a des auteurs que vous suivez comme ça? Oui, il y a des auteurs, on sait qu'on a des lecteurs qui les suivent et que, au fait, je sais que je vais en avoir, par exemple, minimum 5 que je vais vendre dans l'année. Donc, Donc vous connaissez les goûts Ouais. de vos lecteurs et vous dites ah bah tiens Madame Dupont elle aime bien tel auteur donc on le prend. Donc il y a ce côté un peu personnalisé. Ouais, c'est ça qu'on peut faire en librairie indépendante. fou, et ça. C'est ça que j'adore et que j'avais Ah bah ouais. découvert quand j'étais en bande dessinée, du coup, parce que c'était vraiment une très petite librairie. Et les séries vraiment à rallonge en BD, manga et comics, en fait, on savait exactement combien de tomes on allait vendre, quelle nouvelle personne, en fait, arrivait dans la ville avec ses connaissances, ses goûts. Et du coup, on va se dire ah, mais tiens, il m'a acheté ça dernièrement, c'est pas une série que j'ai, je vais faire venir la suite, comme ça, si jamais il revient, il va être content. Ah là là, c'est fou, il y a le côté justement personnalisation et ça fidélise justement, j'imagine, la clientèle. Ouais, Il se dit bon bah voilà, là je sais que je vais trouver quelque chose qui va me plaire. Et est-ce que vous êtes aussi, des fois c'est sur des recommandations? Oui. C'est-à-dire qu'un lecteur peut arriver, prendre un livre qu'il prend d'habitude et dire ah mais j'ai entendu parler d'un nouvel auteur, est-ce que vous pourriez l'avoir? Il peut y les avoir jours. ce genre de commande? Vraiment tous les jours, oui. Nous, on travaille beaucoup en commande parce que notre librairie est assez petite. On fait 49,3 mètres carrés pour la blague.
40 Fait exprès ou pas? Ouais, vraiment 49,3 mètres carrés. C'est vraiment très très drôle. De surface de vente, parce qu'après on a la réserve et le garage qui compte pas, mais D'accord. c'est vraiment assez fun. Les clients Ouais. sont obligés d'acheter. Ils ont pas Exactement, voilà. Quand ils rentrent dans la librairie, en plus c'est des gros lecteurs, enfin on se connaît entre gros lecteurs, quand on rentre dans une librairie on peut pas sortir sans livre, enfin c'est vraiment- Et oui, donc du coup, vous faites à la commande parce que vous ne pouvez Oui. pas avoir énormément de stock. Enfin, vous avez une réserve, mais pour. Alors on a quand même, de manière générale, environ 10 000 références dans la librairie. On en oui. stocke dans 49,3 mètres carrés. On dirait pas comme ça, hein, mais effectivement, on a pas mal de références. Il y a plein de textes qui passent. Beaucoup. Oui, bravo. Mais on ne peut pas tout avoir, effectivement. Donc, on a beaucoup de commandes clients et on a un petit mur derrière nous en caisse qui est vraiment que les commandes clients. Et des fois, on a des personnes qui voient les livres derrière nous qui font « mais attends, je connais ce livre-là. » Et du Mais coup, je le veux. Mais là, c'est pas Exactement. pour vous. On est obligé de le recommander après. Donc, c'est pas mal. Et après, au niveau des commandes, de toute façon, c'est assez simple. Oui, c'est Au vraiment niveau très simple. du délai d'arrivage. Alors, c'est globalement une semaine. D'accord, oui. Donc, De manière générale, une semaine, ça va. Parfois le lendemain, mais c'est de plus en plus rare. On arrive de moins en moins à concurrencer Amazon là-dessus, mais bon, on a le conseil client. parce que vous ça vous va. adressez du coup directement aux fameux représentants qui passent vous voir Alors, ou à la maison d'édition. Alors, c'est pour nos commandes de nouveautés, c'est par les représentants, mais Ouais. pour les commandes de réassort, donc en fait de livres qu'on va reprendre pour la librairie, on commande directement sur les plateformes des diffuseurs dont les représentants sont liés. Des plateformes professionnelles, Ouais. justement, où vous avez accès. C'est ça. D'accord, très bien. Et au niveau de tout ce qui est livres classiques, on va dire, là par exemple, j'imagine que, enfin moi ça a été l'occasion, je l'avais commencé il y a quelques années, mais je l'ai repris et je l'ai fini, de lire Les Trois Mousquetaires au moment où le film est sorti. Ouais. Est-ce que quand vous avez le Comte de Monte Cristo qui est sorti l'année dernière, on a annoncé un film sur Les Misérables cette année, est-ce que vous vous dites, ah là ça va donner envie aux gens, ou L'étranger aussi qui est sorti de Camus, est-ce que vous réassortissez le côté livre classique en se disant qu'il va y avoir de la demande? On est prévenu à l'avance du coup par nos représentants. Si jamais on a loupé l'info, ils nous disent attention, tel jour ça. Et du coup, pour les Trois Mousquetaires, j'avais 3 éditions différentes des Trois Mousquetaires en version poche avec 3 couvertures, 3 façons de l'éditer différentes. Et en fait, ça va être la plus jolie qui va être évidemment la plus vendue. D'accord, Entre très les bien. 3. Et vraiment, c'est les 3 versions différentes des Mousquetaires dans mon rayon. Je suis en mode bon, bah, ok. Et est-ce que ça, au-delà de la curiosité, de se dire, oh bah tiens, le film sort, je lirai bien le livre, est-ce que des livres dont on dit que c'est des grands classiques, genre Le Petit Prince, est-ce que vous avez de la demande régulièrement Alors, Le Petit Prince, oui, de manière générale, effectivement, il est toujours dans mon rayon, soit jeunesse, soit littérature, soit les deux, parce que j'ai les 2 versions qui existent. Et oui, j'ai même pas besoin de le conseiller. On vient me voir en disant, vous avez Le Petit Prince? Je fais oui, je l'ai. Oui, Y a pas de voilà, souci. exactement. En plus, cette année, ça va être, c'est un énième anniversaire de Saint-Exupéry. Et du coup, ouais, on est en train de remettre encore Le Petit Prince en avant. Et du coup, rien qu'avec le début d'année, j'en ai vendu encore plus que l'année dernière. Donc, je me dis, ouais, d'accord, ça démarre. C'est vraiment une trop valeur bien. sûre. En plus, il y a quand même 2 lycées qui sont pas loin. Enfin, 3. 3, ah oui, Ouais. c'est vrai. Et il y a tous les livres conseillés pour les cours de français, en fait, aussi, qui doivent sûrement être demandés systématiquement, qui reviennent par les étudiants. Ouais, ça va pas faire notre plus gros chiffre parce que les éditions scolaires, elles sont vraiment pas très chères, justement pour que tout le monde puisse l'acheter et qu'il n'y ait pas de problème. Mm. Donc, c'est entre 1,90 € et 4 €. Donc, ça est. Après, ils viennent par 20, 25, donc ça va, mais c'est vrai que ça n'est pas. Et peut-être qu'en venant chercher le livre pour le lycée, ils peuvent dire, ah le manga là, il a l'air sympa. Ouais. Si, D'autant qu'il y a toujours le Pass Culture qui est en train de survivre et qui est vraiment pas mal. Et on a de la chance en région Île-de-France, c'est qu'on a La Base aussi. La Base qui est une application régionale et qui récemment, pour combler ce manque de Pass Culture, a donné 100 € en culture aux jeunes entre 15 et 17 ans. D'accord. Alors, on rappelle le Pass Culture, c'était pareil, c'était une enveloppe donnée aux jeunes. Alors, à une époque, je crois que l'âge a baissé. Alors, je crois que l'âge a baissé. Maintenant, ça doit être entre 16 et 18. Avant, c'était entre 15 et 18. Et à 18 ans, il y avait 300 €. C'était la folie. Et maintenant, Ouais. il y a, on est entre 100 et 150 € à 18 ans, ce qui est quand même pas mal. Mais c'est pas la folie des premières années. D'accord. Et
Vous avez quand même pas mal de Super. ventes avec le Ouais. pass culture. Alors, le pass culture, à son heure de gloire, on va dire, ça nous faisait 5 000 € par mois. Ah oui. Ah oui, d'accord, Ouais. effectivement. Donc, c'était énorme. Et là, du coup, avec la base, c'est même encore plus énorme parce que du coup, ça donne plus de budget aux 15-17 ans qui n'avaient que 20 € à l'époque avec le pass culture. Et du coup, là, on est à environ 10 000 € par mois supplémentaires. Et heureusement, parce que les temps sont tellement durs qu'en fait, on stagne à peine. On voit vraiment que la crise économique, elle touche vraiment tout le monde. Et en fait, on se rend compte aussi que si on donne de l'argent aux jeunes, en fait, ils lisent énormément. Oui, c'est ça. En fait, Vraiment beaucoup. c'est pas qu'ils veulent pas lire, c'est qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de le faire. Moi, on m'aurait donné 100 € entre 15 et 17 ans, j'aurais une mangatech énorme avec plein de... Ouais, vraiment. Pareil. Je suis en train de rattraper ces derniers temps, ça va. C'est le malus de travailler en librairie, c'est que vraiment, j'ai plus de place. J'ai 15 ans de retard sur le manga, je vais venir. Les dernières nouveautés. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que moi, je travaille dans un cinéma et je me dis toujours, je suis toujours le. On dit c'est le cordonnier le plus mal chaussé, c'est que moi je passe mon temps à parler de cinéma avec des gens, mais je n'ai jamais le temps de voir les films. Vous dites quand même que vous lisez les livres, vous trouvez le temps de lire les livres, en plus de travailler et de pouvoir les conseiller du coup après. Ouais, alors du coup, ça va être sur mon temps perso parce qu'à la librairie, Oui, voilà, c'est ça. pas du tout le temps de lire, il se passe trop de choses. Mais chez moi, quand je suis pas trop fatiguée, ça va, j'arrive à lire. Mais il peut se passer parfois une semaine sans que j'ai eu le temps d'ouvrir une page, tellement je suis fatiguée et je Bah dors voilà, en c'est rentrant à ça. la maison. Donc ouais. D'accord. Mais du coup, c'est un peu, vous prenez ça comme, ça fait partie de votre travail quelque part de. Oui. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Ou est-ce que des fois vous dites bon, ce livre-là, il faut que je le lise parce que je l'aurais pas lu de moi-même, mais il faut que je puisse conseiller mes clients, donc du coup je le lis. Alors, il y a une méthode de lecture qu'on nous a apprise dans ces cas-là. C'est vraiment si tu as un livre que tu n'as pas envie de lire parce que le sujet t'intéresse pas, mais il faut que tu le lises parce qu'il y a plein de gens que ça va intéresser. Ça va être la méthode de lecture en diagonale. C'est vraiment, on va lire la page en diagonale. Donc moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça parce que je suis dyslexique et de manière générale, je lis en diagonale. Et du coup, en diagonale, on va capter les éléments principaux de l'histoire, des sujets qui vont être amenés et... Parfois, on lit un livre en diagonale et en fait, je me dis, mais attends, mais c'est vachement bien. Attends, je retourne à quelques pages avant et je vais le lire entièrement parce qu'en fait, je l'adore. Et du coup, ouais, c'est D'accord, mais c'est vraiment une technique à apprendre parce que. une technique à part, ouais. Ouais, d'accord, ok. Parce que moi, j'ai souvent entendu parler de l'expression lire en diagonale, mais concrètement, je sais pas comment on fait. Quand je suis fatiguée, mes yeux glissent et du coup, pareil, je lis un petit peu quelques mots par là. Puis moi, je fais j'ai tout compris là. Et je relis attentivement en disant mais c'est génial ce bout-là. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce Voilà. sens-là. C'est Ok. ça. Ah bon? Éloi, Moi, j'aurais bien aimé connaître cette technique quand je devais lire La Princesse de Clèves. Ah oui, vraiment, parce que des fois, c'était... Moi, j'avais dû lire Madame Bovary à l'époque. Je sais qu'aujourd'hui, je l'adorerais, mais vraiment, à l'époque, je me disais, pourquoi je lis ça? on a tous nos livres traumatismes. Hein. Moi, c'était les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Ouf. Voilà, c'était très compliqué aussi. Heureusement, maintenant, ils se mettent quand même à faire lire de la littérature plus contemporaine et... Plus on a- accessible, ouais, entre beaucoup guillemets. plus accessible. Mm. Parce que les livres où tu as des mots du 19e siècle, du 17e siècle, avec à chaque fois un petit numéro pour dire qu'est-ce que ça veut dire. Oui, Ouais, des fois, on décroche, on se dit, mais attends, mais... c'est fatigant. Dans le bas de page est aussi gros que le reste de la page. C'est ça. Quand tu as un tiers de texte et deux tiers C'est ça. d'explication, ça sent pas bon. Par exemple, j'ai eu une jeune qui est venue avec la base et qui a dépensé ses 100 € de la base d'un coup avec ses romans à elle qu'elle adore et qui font vraiment, enfin c'est des trucs de 600 pages, donc vraiment elles sont énormes. Et il y avait son livre scolaire en même temps qui était vraiment pas épais, qui faisait 200 pages. Et tout le monde, oh, je suis saoulée, je dois lire celui-là, j'en ai. Les 200 pages les plus longues du monde. Ouais, c'est ça. Alors, on parlait justement du fait que voilà, le Pass Culture, heureusement qu'il est là pour un peu soutenir l'activité, parce qu'on a eu aussi envie de vous inviter pour vous soutenir, parce que voilà, vous avez lancé une campagne de crowdfunding, comme on dit, de financement participatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances qui vous ont amené à ouvrir cette campagne et comment on peut vous aider? Oui, alors du coup, on a ouvert cette campagne l'an dernier vers octobre. En fait, on y a pensé vraiment tout l'été parce que
avec le prêt à rembourser, plus la crise économique qui nous tombe dessus et qui fait que s'aggraver, on pensait que ça allait pas durer très longtemps et que ça allait remonter et que tout allait bien se passer. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et du coup, on a vraiment beaucoup de personnes qui avant venaient, avaient vraiment une très grosse enveloppe, des très gros lecteurs qui prenaient, je sais pas, 300 € dès qu'ils passaient tous les mois. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'ils ont plus que 90 € de lecture et que c'est le cas pour beaucoup de gens. Donc, nos plus gros lecteurs continuent évidemment à faire en sorte que la librairie tourne, mais les personnes qui venaient moins souvent, en fait, ne viennent quasiment plus parce que plus d'argent de lire, plus d'argent d'acheter des livres, sont plutôt tournés vers les bibliothèques, ce qui est déjà très bien, ce qui permet la lecture. Bien sûr. Et du coup, nous avons un apprenti cette année. Parce que à deux, dans une librairie qui tourne énormément, parce qu'on livre également tout ce qui est les collèges, les écoles, les lycées, les bibliothèques, les médiathèques. Vraiment, on livre beaucoup de personnes, beaucoup pour les CDI, aussi beaucoup pour les manuels aussi scolaires. Ce qui fait qu'on a énormément de travail en plus de la librairie et des animations qu'on peut proposer. En fait, on avait vraiment besoin d'un apprenti parce que sinon on allait partir en burn-out. Et heureusement, c'était dans la période où on venait de racheter. Du coup, on avait beaucoup plus de personnes qui venaient par intérêt à la librairie. On s'est dit, on va prendre un apprenti. En plus, grâce à l'OPCO, on avait la première année qui était vraiment très bien financée. Et la deuxième année, en fait, on s'est rendu compte que la crise économique, elle ne remontait pas. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on réussisse à payer notre apprenti et à rembourser notre prêt en même temps. Donc, ce n'est pas très compatible. Ça devenait compliqué. Ça devenait très compliqué. Et du coup, on a lancé une cagnotte participative à la base pour justement nous aider à payer notre apprenti. Et en fait, comme la crise économique s'est endurcie, en fait, c'est payer notre apprenti, mais du coup, également payer notre prêt, s'il vous plaît. Donc, on avait demandé de l'aide à la mairie, mais les autres mairies n'avaient pas pu nous aider parce qu'ils étaient en train de sauver le cinéma, pareil, qui s'était effondré. Et du coup, ils ont réussi à mettre de l'argent dedans. Ils viennent de réouvrir. D'accord. Le cinéma d'Arpajon. Le cinéma d'Arpajon, qui avait beaucoup souffert aussi. Énormément souffert. Des émeutes de 2023 également, il me semble. Des émeutes et d'une mauvaise gérance, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ne rentrons pas. Ceci ne nous regarde pas. Et du coup, ce sont des nouvelles personnes qui ont ouvert le cinéma, qui sont très déterminées, qui font pas mal de choses, qui ont commencé à faire des animations et qui ont une belle carte aussi de VO et qui veulent faire aussi beaucoup d'arrêts d'essai. Donc, il faut les soutenir. Ils sont vraiment bien. C'est trop cool. Tout à fait. On les salue. On les salue. Et ils sont les bienvenus. On fera une exception au cinéma de Chili-Mazarin. On les invitera par solidarité. Et du coup, notre cagnotte participative, on l'a ouverte en octobre. Et d'octobre à décembre, on a eu 12 000 € de dons déjà. Et c'est énorme. Petite question comme ça, vous parliez de demander de l'aide à la mairie. Oui. Est-ce que dans le milieu du livre, il y a des subventions, le ministère de la Culture, tout ça, ou pas Oui, quand même. Il y a des subventions qui existent, elles sont de moins en moins nombreuses. Oui, on imagine. Ça coupe un peu dans tous les sens. Mais il y a maintenant une nouvelle subvention, qui a été un peu mise en place par la loi Darcos. Darcos, qui est notre sénatrice préférée dans le monde du livre. La sénatrice de l'Essonne. Exact. Oui. Qui a fait une loi notamment qui oblige Amazon à faire payer des frais de port en livres. D'accord. Avant, ils ne faisaient pas payer de frais de port et faisaient des remises. Et du coup, ça n'entrait pas dans le cadre du loi du monde du livre, parce que nous avons une loi qui régit le monde du livre. Je me souviens de l'époque du prix unique, c'est ça qu'on dit ? C'est ça, le prix unique. Et ça remonte aux années 80, 90. Exactement. Et c'est toujours cette loi. Qui existe, d'accord. Et qui permet aux librairies en fait d'exister comme le prix est unique, que ce soit en librairie, sur Internet ou ailleurs. Voilà. En prix neuf, en tout cas. On ne peut pas descendre en dessous d'un certain prix pour éviter la concurrence déloyale. Exactement. Et du coup, avec ce nombre d'avantages que faisait Amazon, en fait, ils étaient en dehors de la loi, donc il a fallu les recadrer. Donc, c'est cette loi-là qui a permis effectivement que des personnes trouvent moins avantageux d'aller sur Amazon et repassent un peu le pas de porte de librairie. D'accord, mais c'est plus pour orienter les lecteurs, mais c'est pas vraiment du soutien financier pour les librairies. Non, pas forcément. Et là, du coup, il y a un vrai soutien qui s'est mis en place et qui permet maintenant aux mairies de pouvoir financer des librairies indépendantes. D'accord. C'est assez récent, du coup, c'est pas très connu, mais ça existe. Il y a des mairies qui peuvent décider de le faire ou non. Et du coup, avec les élections, nous allons voir ce qui va se passer, évidemment. Très bien. On vous souhaite qu'effectivement, ça se passe bien. Donc, pour en revenir justement à cette campagne de crowdfunding, vous en avez fait une d'octobre à décembre. Et du coup, on a gardé notre cagnotte ouverte jusqu'à juin,
qui est notre mois où on doit rembourser effectivement notre prêt. On le D'accord. fait à l'année parce que les mois en librairie ne sont pas égaux. C'est-à-dire, on va avoir Oui. décembre où vraiment ça va être la panacée, Mm. mais soudainement en février, en fait, on doit payer nos traites de décembre et du coup, il n'y a plus rien. Et du coup, ça Ouais, va être ça fluctue vachement ça énormément. selon comment dire, les fêtes, les occasions. Alors, il y a toujours les anniversaires qui tombent tout au long de l'année, mais il y a des périodes, à part décembre, il y a septembre, j'imagine, sans doute, avec le. Alors, la plus grosse Avant période l'été. va commencer en août avec Ouais. la rentrée littéraire de août à décembre, voire janvier. Ah, ça commence va dès le être, mois d'août, la rentrée littéraire? Ouais, dès le mois d'août. D'accord. Ouais. Et du coup, d'août à janvier, ça va être la plus haute période où vraiment il va y avoir beaucoup d'engouement sur le livre. Mhm. Et après, de février à l'été, ça va être la période la plus calme. D'accord, très bien. Et donc on peut vous soutenir, on peut aller sur. Alors rappelez-nous comment retrouver cette cagnotte. Cette cagnotte, elle est sur la plateforme Ulule, qui D'accord. accueille énormément de cagnottes aussi du monde du livre, que ce soit pour des créations de livres, des aides pour les maisons d'édition, parce qu'elles sont énormément à être en difficulté également. On en a parlé à la dernière émission d'ailleurs, une maison d'édition jeune public qu'on soutient qui s'appelle L'Étagère du Bas. Ouais. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, on la connaît, effectivement. On la voyait souvent au Salon du Livre du coup de Saint-Germain-les-Arpajons, qui est à côté, qui est un gros salon de livres, vraiment super bien, avec je dirais, tout confondu, vraiment toute maison d'édition. Il y a environ une trentaine d'auteurs qui sont là, une vingtaine de maisons d'édition. On est 2 librairies. Il y a beaucoup de bénévoles et de spectacles et de plein de choses qui s'y passent. Et Là, c'est à quelle période ça? Alors ça, c'est passé, c'était la semaine dernière, donc c'était Ah, vraiment... bon, il faudra en reparler l'année prochaine. on en reparlera l'an prochain. C'est vraiment un très très beau salon. D'accord, très bien. Et donc, on voit L'Étagère du Bas qui a aussi créé une campagne sur Ulule, justement, qui se termine le 5 avril. Donc, vraiment, ce sont les derniers jours. Si vous voulez les soutenir, il faut aller sur Ulule, L'Étagère du Bas. Donc, c'est vachement pratique, justement, ce côté. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent cette manière-là aussi pour monter des spectacles. Voilà. Donc, on tape Ulule, La Plume du Page. Oui. C'est ça? Et donc, on peut atterrir avec, j'imagine, l'explication. Enfin, vous présentez votre librairie. C'est ça, Voilà. la présentation, toute l'explication du pourquoi, du comment, et des petites news aussi qu'on met de temps en temps qui vont montrer comment ça évolue, les animations qu'on fait, ce genre de choses. D'accord. Et puis, évidemment, on ne peut qu'inciter les gens à aller acheter leurs livres en librairie. Oui. Voilà. de pouvoir avoir le conseil, de pouvoir avoir le fait de pouvoir se balader entre les rayons, de venir parfois sans idée vraiment préconçue, de dire je ne sais pas ce que je vais prendre, je vais voir, de demander conseil, de dire moi j'aime plutôt tel style d'auteur. Et donc, du coup, voilà, ça reste toujours important, justement, d'avoir cette culture à taille humaine. Oui. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on peut faire venir des auteurs en librairie, faire des rencontres, faire des dédicaces, faire des ateliers, parce qu'il y a des librairies qui font des ateliers. C'est vraiment très intéressant. Et également des clubs lecture aussi, oui. D'accord. Et vous avez des événements prévus prochainement, là, en avril-mai? Oui, alors j'ai pas encore vraiment de date, mais nous avons une autrice qui fait de la romance du coup à Arpajon, qui est Emma Sausset, Qui est originaire d'Arpajon? qui est originaire d'Arpajon. Du super. coup, c'est marrant parce que ses profs aussi achètent ses livres de romance, et du coup, ça... Excellent. Du coup, là, elle va sortir sa première romantaisie qui sort normalement entre avril et mai. Je n'ai plus la date exacte. D'accord. Et du coup, nous l'aurons en dédicace pour Super. son livre. Donc, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, j'imagine aussi, pour avoir tous les. Un site internet aussi, peut-être? Alors, on a un site internet où on peut commander en click and collect, et on est en train de voir également pour nous relier aux les lockers, un D'accord. peu comme Vinted. Nous, on en a pas mal dans Arpajon, du coup, on va se relier aussi à ça pour toutes les personnes qui n'ont pas le temps de venir à la librairie, qui travaillent tard et qui veulent quand même essayer de soutenir et du coup de pouvoir avoir leur petit livre. D'accord, qui les attendent dans leur casier ouvert, enfin, qui Exact. peuvent ouvrir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est ça. D'accord, très bien. Donc on a ça, on a évidemment le Facebook, l'Instagram. J'ai ouvert un compte TikTok, mais pour l'instant, je n'ai pas encore fait de vidéo dessus. Déjà, il est ouvert. C'est ton projet, il est ouvert, c'est c'est ton déjà projet. ça. Donc, La Plume du Page, on tape ça sur les réseaux sociaux et on vous trouve. Et on nous trouve. Et le site, c'est pareil, c'est La Plume du Et Page. c'est pareil, c'est la plume du page. C'est relié d'ailleurs sur notre Google, on peut retrouver notre site, les réseaux, c'est assez bien fait, c'est chouette. D'accord, très bien.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce métier passion. Merci à vous. Et puis voilà, on ne peut qu'encourager nos auditeurs et auditrices à aller à Arpajon. Bon, si vous habitez à côté, vous n'avez pas d'excuse, il faut y aller. Et puis sinon, quand vous passez dans le coin, ça peut être l'occasion d'une balade aussi à Arpajon. Ça va être, je crois que j'y suis allé une fois. C'est très sympa, le centre-ville est vraiment très... Il est vraiment très très joli. En plus, il a été refait, il est vraiment très très beau. Ils ont rajouté plein d'arbres, c'est agréable. On peut passer un petit samedi après-midi à Arpajon, Totalement, bim, on passe à la librairie, on prend un livre, on s'assoit sur un banc, et hop, c'est parti. Là, en plus, il commence à faire beau, c'est le printemps, donc autant en profiter. Cette émission touche à sa fin. Petite recommandation culturelle avant de se quitter, pour vous recommander la 3e édition du festival C'est trop court, un festival de court-métrage qui a lieu au cinéma Paradiso à Hyères, le samedi 11 avril prochain. Il y a un jury professionnel, c'est un vrai festival où des courts-métrages sont récompensés. Cette année, le jury professionnel sera présidé par l'acteur Sébastien Chassagne. Alors Sébastien Chassagne, peut-être que vous ne voyez pas trop qui c'est, mais c'est un acteur que je suis sûr que son visage ne vous est pas inconnu. On l'a vu récemment dans le film Baise en ville de Martin Jova. Il faisait partie du casting de Yannick, de Quentin Dupieux également. C'est un acteur qui tourne pas mal dans le cinéma français. Donc, c'est lui le président du jury, accompagné de la journaliste Diane Lestage et du chef-op Émeric Pilarski. Donc, une journée dédiée au court-métrage issu de l'agence du court et ce réalisé par des jeunes du territoire Val-d'Ire-Val-de-Seine, soit une 30aine de films. Et le soir, il y aura l'avant-première du nouveau film de Fabien Gorjard, C'est quoi l'amour, qui a eu le Grand Prix à l'Alpe d'Huez, qui est le festival de la comédie. Donc ça va être une comédie assez réussie s'il a eu le Grand Prix. Précédé de Veuillez patienter, un court-métrage prix du public et prix Canal+ à Clermont-Ferrand, qui est le grand festival national de court-métrage, et dans lequel, au casting duquel, vous pouvez retrouver Sébastien Chassagne, donc le président du jury. C'est le samedi 11 avril au cinéma Paradiso de Hyères. L'entrée est libre et gratuite. Ça commence à 14h. À 20h, vous avez le palmarès et la remise des prix. Et à 21h, l'avant-première donc, du film C'est quoi l'amour, donc de Fabien Gorjard avec Laure Calamy et Mélanie Thierry. La séance du film, elle est payante. Vous payez votre place de cinéma si vous voulez voir ce film-là. Mais tous les courts-métrages, après, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les réseaux sociaux du cinéma Paradiso de Hyères. Je sais pas s'il y a besoin de réserver, mais en tout cas, renseignez-vous. Et n'hésitez pas à y aller. Je suis sûr que vous verrez, les courts-métrages, c'est toujours génial parce que c'est des petites histoires. Ça va à l'essentiel. On n'a pas le temps de passer 1h30 à raconter une histoire. C'est efficace, c'est des fois très percutant. Donc on vous le conseille. Également, vous rappelez que Claire-Marie, notre chroniqueuse, passe les auditions du Café Oscar le jeudi 16 avril. N'hésitez pas à aller la soutenir. Le Café Oscar, c'est un lieu très connu dans le monde du stand-up. Je ne sais pas si c'est l'un des tout premiers comedy clubs qui existe encore. C'est que depuis les années 90, voire même encore plus, il me semble. Voilà. Et donc, il y a des auditions publiques. Donc c'est le jeudi 16 avril. N'hésitez pas à prendre votre place du coup sur le site du Café Oscar, enfin vous renseigner en tout cas. Oui, normalement vous entrez et puis faut payer la consommation. Et le gagnant des auditions, ça se fait souvent à l'applaudimètre. Donc si vous aimez beaucoup Claire-Marie, je vous conseille de venir en force et de la faire gagner tout simplement. Voilà. Petit point aussi sur les prochaines émissions à la radio, émissions traditionnelles. Ce jeudi, rendez-vous pour Passion Livre. On a une émission littéraire également où nous recevons, Passion Livre Jeunesse, où les chroniqueuses, donc Michel, Léonie et Delphine, font des recommandations de livres jeunesse. Justement, Léonie qui est d'ailleurs une jeune adolescente très douée, qui se destine au métier de la radio, donc peut-être une future journaliste de France Inter, Europe 1 ou RTL, que sais-je, qui font des recommandations de livres jeunesse. Voilà, cette émission est rediffusée ce dimanche, le dimanche 5 avril à midi, et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission inédite de 91% Culture, une émission un petit peu particulière, puisque j'ai lancé un défi aux chroniqueurs et chroniqueuses, Oh là 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 là. celui d'échanger leurs chroniques. Voilà, nous serons au mois d'avril. Alors, on n'a pas d'émission le 1er avril, puisque ça ne tombe pas un mardi ni un dimanche. Mais on rentre dans le mois des blagues, dans le mois des canulars. Donc, du coup, je leur ai dit, alors évidemment, sur la base du volontariat, est-ce que ça vous dirait d'échanger vos chroniques ?
Et donc, c'est ce qui va se passer les 2 prochaines semaines. Voilà, vous allez voir des chroniqueurs un peu sortir de leur zone de confort. Et moi, ça me fait bien plaisir. On va travailler dessus, ça va être sympa. Moi, j'avoue, j'ai peur. Ça fait un peu peur. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. En toute bienveillance, évidemment. Toujours. Un grand merci à ceux et celles qui ont participé à cette émission. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci à toi. Toujours un plaisir de promouvoir des activités, des sorties culturelles, parce que tu sais que ça me tient à cœur. Exactement. Et merci d'accueillir ce nouveau test pour présenter mes musiques. J'espère que ça Et plaît oui, et aux donc auditeurs. rendez-vous. Alors, on ne sait pas si ce sera la semaine prochaine ou dans 15 jours, on verra. Mais en tout cas, voilà. Écoutez toutes les émissions, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater la suite de l'histoire écrite par Anne-Sophie. Merci beaucoup, Éloi. Merci à toi, Simon. C'était un plaisir d'être ici. Plaisir partagé et vivement la prochaine aventure de notre petit sorcier préféré. Tout à fait. Même si des fois, il est un peu agaçant. Oui. Merci beaucoup, Tony. Bien, merci, Simon. À très bientôt pour un nouveau film ou autre chose. Parce que, chose. Peut-être que tu vas échanger ta chronique avec quelqu'un d'autre. Tout à fait. Suspense. Ça sera la surprise. Voilà, exactement. Et merci à Cécile de nous avoir présenté son métier de libraire. Donc, on vous rappelle la plume du Page. Allez les soutenir sur les réseaux sociaux, sur la page Ulule. Allez acheter vos livres à Arpajon. On va tous aller à Arpajon. On va faire des cars. C'est une ville très chouette. Il faut faire des cars pour aller à Arpajon. Pour aller à Arpajon. Voilà. Continuez à aller au cinéma à Chimazara. Mais allez acheter vos livres à Arpajon. Voilà. Ça, c'est dit. Encore un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On se quitte avec une chanson de notre parrain, Anonyme B. Je vous rappelle, ce chanteur d'origine essonnienne, maintenant installé dans le nord de la France, que nous soutenons dans sa jeune carrière parce qu'on croit beaucoup en lui. Il a beaucoup de talent et en plus, il est très sympathique. Nous vous incitons donc à aller sur son site anonymeb.fr pour découvrir tout son univers, en attendant de pouvoir l'accueillir de nouveau dans ce studio et surtout de pouvoir vous proposer d'aller l'applaudir sur scène. Parmi toutes les chansons de son EP qui s'appelle « Et après », j'ai choisi celle que je considère comme son tube, CQVPLA, ce que vont penser les autres. Voilà, on se quitte du coup avec Anonyme B qui nous interprète CQVPLA. Un grand merci à nos auditeurs et à nos auditrices pour nous avoir suivis aussi fidèlement. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures culturelles. Est-ce que j'ai mis trop de rouge sur mes lèvres? Est-ce que j'ai trop de noir autour de mes yeux? Est-ce que c'est si grave si l'on voit mes genoux? Est-ce l'odeur de mon parfum qui les rend fous? Est-ce qu'ils vont encore en baver comme des chiens? Ou bien me laisser tranquille, passer mon chemin? Est-ce que je dois attacher mes cheveux? Ou bien les laisser comme ça, c'est peut-être mieux. Je passe des heures à me demander ce que vont penser les autres. Je passe des heures à me demander ce que vont penser les autres. Je passe des heures à me demander ce que vont penser les autres. Je passe des heures à me demander ce que vont penser les autres. À peine sorti, je me sens suivi du regard de la nuit. Surgit son envie, j'entends la bête renifler, haleter sans cesse. Où est passé son maître, où est passé sa laisse? Nos regards se croisent dans le noir de mes cris. Il bondit sur mon corps, arrache mes habits. La minute d'après, dans un râle, il s'enfuit. Laisse un corps violet étendu sous la pluie. Je passe des heures à me demander ce que vont penser les autres. Je passe des heures à me demander ce que vont penser les autres. Je passe des heures à me demander ce que vont penser les autres. Je passe des heures à me demander ce que vont penser les autres. Après le choc, je ramasse un corps étranger lacéré de blessures carnivores. La pluie ruisselle sur mes joues, sur mon nez. Elle emporte avec elle quelques regrets salés. Encore à genoux à terre, pas encore relevé. Encore peur d'avoir tort, de l'avoir cherché. Alors la honte m'inonde, plombe mes épaules, je baisse la tête. La honte
honte m'inonde, plombe mes épaules, je baisse la tête. La honte m'inonde, plombe mes épaules, je baisse la tête. La honte m'inonde, plombe mes épaules, je baisse la tête. La honte